En 2022, l'élection présidentielle vous a été volée. Emmanuel Macron a évité tout débat pour assurer sa réélection. En 2027, ce même bloc central va tout tenter pour nous réimposer un nouveau candidat du centre pendant 10 ans. Après des années à investiguer sur l'extrême gauche, Frontières va désormais enquêter sur le bloc central. Déclassement social, submersion migratoire, insécurité débordante, voilà le vrai bilan des macronistes. Et ses héritiers, Gabriel Attal et Édouard Philippe, veulent poursuivre cette politique chaotique. Dès septembre, Frontières sera présent à 360 pour vous couvrir chaque meeting, chaque sortie médiatique ou chaque polémique sur les réseaux sociaux afin de vous dévoiler des faits qu'aucun autre média ne vous révélera. Pour que plus jamais la Macronie ne puisse arriver au pouvoir. Alors, c'est le moment de nous aider. Faire des enquêtes a un coût. Déplacement, matériel, procès, prise de risque. Et pour cela, on a besoin de vous. Faites-nous un don défiscalisé à hauteur de 66%. Chaque geste a son importance. Comptez sur nous. Soutenez Frontières. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 100% Frontières. Bonjour Eric. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Est-ce qu'on peut vivre une compétition sportive sans débordement? Les Bleus entrent en scène ce soir face au Sénégal à New York pour la Coupe du Monde de football. Et on espère évidemment que tout ça va bien se passer. Il y a des villes qui ont déjà essayé, qui veulent déjà mettre des couvre-feux en place. C'est Toulouse, c'est Clermont-Ferrand pour des matchs dits sensibles. Alors on a la liste des fameux matchs dits sensibles, parce que qu'est-ce qu'un match sensible? On va vous poser la question dans un instant. Et puis du côté donc des États-Unis, des premières tensions entre supporters argentins et supporters algériens. On vous montre tout ça juste après le journal de Somaya Labidi. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Au deuxième jour du G7 à Évian-les-Bains, vous allez découvrir les images de la réunion consacrée à l'Ukraine. Autour de la table des négociations, Volodymyr Zelensky, arrivé un peu plus tôt, Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, entre autres. Les 8 dirigeants discutent des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine. 2 lignes de bus déviées depuis plusieurs jours à Avignon après une série de fusillades liées au trafic de drogue. Une vingtaine d'arrêts ne sont plus desservis. Habitants et usagers sont désemparés. Face à cette situation, le maire réclame une présence policière permanente. Et puis vous allez y revenir dans un instant. Entrée en lice ce soir des Bleus face au Sénégal pour leur premier match du Mondial 2026. Coup d'envoi ce soir 21h au MetLife Stadium près de New York. Les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois depuis 2002. Un match qui avait été remporté par le Sénégal 1-0. Merci Somaya, effectivement, on va tout de suite en parler avec Hélène Rouet et Jules Torres du Journal du Dimanche, avec Michel Fayad, politologue, avec Driss Ghali, essayiste, Julien Audoul, député du Rassemblement National, et Jules Laurent de la rédaction de 100% Frontières. Donc les Bleus, vous l'avez vu d'ailleurs sur les images, se préparent pour cet affrontement à 21h ce soir face au Sénégal, et on espère évidemment qu'en France, on ne vivra pas les mêmes scènes après les matchs et les victoires du Paris Saint-Germain. Alors écoutez, les Français qu'on est allé interroger, craignent-ils des débordements au moment où les Bleus s'apprêtent à entrer dans la compétition? Moi, je pense effectivement qu'il y a des risques parce que chaque fois qu'il y a un match où l'équipe de France est impliquée, il y a toujours des débordements, qu'on gagne, qu'on perde, c'est toujours un peu la même chose, donc c'est pas improbable. Vous faites en sorte d'éviter quand même les soirs de match de l'équipe de France d'être dans Paris? Oui, enfin, surtout pour les enfants, on dit aux enfants de ne pas venir. Nous, on ne vient pas trop, mais surtout on dit aux enfants de ne pas venir, quoi. C'est un peu dommage, oui, parce que ça devrait être une fête. Et on se retrouve à être contraint de ne pas sortir ou de recommander aux enfants de ne pas sortir, alors que ça devrait être un moment de fête et de communion tous ensemble, quoi. Il y a de quoi à craindre, parce que même pour une simple victoire de la Ligue des Champions, ça se passe mal. Supposons que demain, la France gagne le Sénégal. Ils pourront profiter de ça pour faire n'importe quoi. Alors dites-moi, entrée en liste donc, de l'équipe de France face au Sénégal en tant que Parisien, est-ce que vous avez des craintes, des risques de débordement dès le premier match? Oui, comme pour les autres matchs. La police, elle fait rien, jamais. À croire qu'il n'y a pas de canon à eau en France. Les autres pays, il y a des canons à eau, pas chez nous. Si vous voulez, avenue Kléber pour le match du PSG, les types, ils tiraient au mortier à plat. Ils tiraient pas au ciel. Hein. Ils étaient là, ils tiraient à plat. Donc ils visent bien les gens. Ils visent bien la police ou j'en sais rien, les voitures, ce que vous voulez.
Et donc face à ces risques, je le disais, Clermont-Ferrand et Toulouse ont décidé de mettre en place des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans pour certains matchs dits sensibles. Alors c'est intéressant comme ça, match sensible, ça veut dire quoi? Donc la ville de Toulouse par exemple, le couvre-feu sera ainsi en vigueur les nuits de match de l'équipe de France, de Brésil-Maroc, d'Écosse-Maroc, de Maroc-Haïti et de Tunisie-Pays-Bas. Voilà, je ne sais pas comment ils ont sélectionné les matchs sensibles, mais voilà la liste que je viens de vous dresser. Bien sûr, et on précise qu'il n'y a pas l'Algérie, puisque l'Algérie, les matchs de l'Algérie pour l'instant sont programmés à 3h du matin. Donc normalement, au plein milieu de la nuit, il devrait ne pas y avoir trop de problèmes. Mais c'est certain qu'on est dans un pays, bon, heureusement, il y a ce type de mesure qui est prise en place, mais c'est quand même lunaire de se retrouver obligé à empêcher la fête, y compris pour les plus jeunes. Pour le coup, s'il y a bien un moment où les adolescents peuvent normalement fêter la Coupe du Monde avec leurs amis, ça devrait bien être à ce moment-là. Mais vous savez, ce soir, moi je pense que ça va bien se passer. Et en même temps, c'est un match à enjeu. Pour ceux qui suivent un peu le football, il faut savoir qu'en 2002, c'était la dernière fois, je crois même que cette fois-ci, c'est uniquement la deuxième fois qu'on se retrouve avec un match France-Sénégal. Et le Sénégal avait battu la France à 1-0. C'était lors du premier match des poules. Et le président sénégalais de l'époque avait dit on a battu le champion du monde et donc le Sénégal est champion du monde. Donc là, ce soir, c'est un énorme match en jeu. Et on verra bien ce qui se passe. Est-ce que vous craignez des débordements, Julien Audoul? Alors pas forcément ce soir, on l'espère évidemment, mais tout au long de la compétition qui va durer un mois et pendant ces matchs ciblés donc par la municipalité de Toulouse qui décide d'un couvre-feu pour les moins de 16 ans. Alors on sait souvent comment se termine un couvre-feu, cassé par le Conseil d'État qui dit le maire n'a pas le pouvoir de mettre des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans. Mais c'est intéressant de voir comment ils ont sélectionné ces matchs. Donc les matchs de l'équipe de France bien sûr, Brésil-Maroc, Écosse-Maroc, Maroc-Haïti et Tunisie-Pays-Bas. Oui, malheureusement, ces matchs sont à risque. Ils ont été identifiés comme tels par nos autorités. Oui. Et ils viennent finalement, j'allais dire, contrebalancer ou en tout cas envoyer un magnifique pied de nez à tous ceux qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun lien avec l'immigration dans les émeutes qui suivaient les matchs de football, et notamment la finale de la Ligue des Champions ou les anciens matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Or, comme par hasard, c'est uniquement les matchs qui concernent des pays du Maghreb ou les matchs de l'équipe de France ou les matchs de l'équipe du Sénégal qui sont visés comme étant potentiellement à risque. Donc il y a évidemment un lien avec l'immigration, l'insécurité, les débordements qui peuvent se produire. Et il est quand même assez navrant de constater qu'aujourd'hui, une fête populaire qui devrait être la Coupe du Monde de football, qui devrait rassembler des millions de gens, soit entachée de violence, de dégradation, d'émeutes. C'est insupportable. Il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, sans vouloir faire l'ancien combattant qui raconte sa Coupe du Monde 98. En 98, très clairement, les matchs étaient extrêmement apaisés. La Coupe du Monde a eu lieu en France. On pouvait sortir librement, on pouvait faire la fête. On n'avait aucun risque de se voir attaqué par une horde de supporters, de pseudo-supporters communautaires. Il n'y avait pas de drapeau palestinien à l'époque, en 98. Il faut quand même se le rappeler. Là, aujourd'hui, en fait, on assiste à des déchaînements d'une part d'appartenance communautaire, de haine, de violence, qui est insupportable. De toute façon, ça a commencé à partir complètement dans n'importe quoi en 2001 lors du match France-Algérie. Depuis lors, on a décidé de ne plus jamais faire affronter ces deux équipes, c'est pas pour rien. C'est possible que les équipes se rencontrent lors du mondial, je crois. Absolument. Ça dépend évidemment des qualifications des deux équipes, mais c'est possible. Et effectivement, les autorités seraient très inquiètes de voir nouveau France-Algérie. C'est vrai qu'en match amicaux, ce n'est plus arrivé depuis. C'est censé être une fête, mais pourtant on recommande aux enfants de ne pas sortir. Voilà ce que disait l'un des intervenants dans le sonore qu'on a entendu, Jules Torres. C'est vrai, c'est censé être une fête, mais on recommande aux enfants de ne pas sortir. Je pourrais ajouter les femmes. On recommande aux femmes de ne pas sortir. Je pourrais ajouter toute personne qui craint l'insécurité et qui a peur que sa voiture se fasse massacrer. S'il y a cette psychose, c'est évidemment parce qu'on a vécu ces derniers mois et ces dernières années évidemment, des violences à chaque match. Moi, je suis assez confiant sur les matchs de l'équipe de France parce que ce que l'on disait finalement sur ce plateau, que ce soit après la demi-finale de Ligue des Champions, que ce soit après la finale de Ligue des Champions, c'est que toutes ces personnes-là, les personnes qui ont été interpellées, les personnes qui ont pillé, les racailles qui s'en sont pris notamment à des femmes, eh bien on disait qu'ils n'appartenaient pas à la communauté nationale. Donc je ne les vois pas aller manifester dans la rue avec le drapeau français pour crier la victoire ou la défaite de la France. En revanche, j'ai un petit doute, en effet, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est la note de la Direction nationale de la sécurité publique qui liste tout un certain nombre de pays, qui a repris la ville de Toulouse. D'équipes, absolument. Donc il y a la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, la Turquie, l'Iran.
et le Portugal. Je ne sais pas trop ce que le Portugal vient faire là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie menace quand il y a des équipes étrangères qui jouent sur notre sol, parce qu'il y a une immigration qui est présente sur notre sol. Ça, évidemment, c'est pour ça que cette note, elle existe. Le sujet, c'est est-ce que le dispositif policier va être à la hauteur, et ensuite, est-ce que l'effet de la dissuasion va jouer son rôle. Et vu le nombre de personnes qui ont dormi en prison après les violences qui ont émaillé la finale de la dernière Ligue des Champions, moi je serais une racaille, je sortirais dans la rue et je pillerais tout. Ce sera globalement sous contrôle de toute façon. Oui, comme dirait le bon Laurent Nunez. Écoutez donc les Français, faut-il un couvre-feu pour les mineurs pendant cette compétition ? Les débordements ne sont pas uniquement le fait de majeurs, mais aussi de mineurs et de mineurs non accompagnés. Je pense que c'est une excellente initiative qui devrait être étendue à toute la France. Parce qu'il n'est pas concevable que les mineurs sortent tout seuls le soir dans la rue, et a fortiori les jours de match. Je suis favorable à ce que cette mesure soit étendue dans toutes les grandes villes où les fêtes qui accompagnent les matchs de foot virent à l'émeute. S'il y a beaucoup de casse à Paris et s'ils ont trouvé que même les tout jeunes font des conneries, évidemment, pourquoi pas. C'est une mesure qui me semble pratique, pragmatique, s'il faut éviter des choses inadmissibles. Il fait quand même, d'après l'exemple de Ligue des Champions, ils ont tout cassé. Je pense qu'il faut interdire. On ne veut pas le lendemain, une personne aille travailler et trouve sa voiture cassée ou des trucs comme ça. Et après, ça touche notre communauté à nous aussi, des immigrants légaux qui respectent ce beau pays, qui nous a accueillis et tout. Et après, ça nous retombe dessus. Pour moi, il faudrait vraiment faire le couvre-feu, mais total, général d'abord, pour tout le monde. Est-ce qu'il faut un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans ? Alors Toulouse et Clermont-Ferrand le font. Et puis c'est intéressant effectivement de dire que le couvre-feu sera ainsi en vigueur à Toulouse pour les nuits de match de l'équipe de France, du Brésil-Maroc, Écosse-Maroc, Maroc-Haïti et Tunisie-Pays-Bas. On n'a plus d'autre choix puisque l'État ne veut pas punir les rares personnes qui causent des problèmes. C'est une ultra-minorité, mais qui est tellement puissante et déterminée qu'elle casse tout. Donc on va punir tous les mineurs de France, même ceux qui se comportent bien, qui sont bien élevés, qui ont le droit de faire la fête, de se sentir français, ou juste d'aimer le foot. Hein. Et voilà, donc c'est ce qui se passe quand un pays est mal géré. C'est tout le monde qui trinque, alors qu'on sait très bien qui cause des problèmes, et l'État se refuse. Alors, derrière un mur d'impuissance, l'état de droit, l'Europe, blablabla, les droits de l'homme. Mais en fait, la solution est très simple. Et on n'a pas besoin de faire du bouclier, c'est juste appliquer les lois. Parce que là, ce sera mon dernier point, on a créé une équation mentale chez les Français, on leur a dit, soit c'est Bukele, donc là c'est dur, voilà, soit... Le Salvador, Bukele, c'est le président du Salvador qui a fait un grand nombre de places de prison, des prisons de haute sécurité, et il a réduit à néant la délinquance dans son pays. Soit on fait rien, soit on fait du Bukele. Et comme la lâcheté est malheureusement plus répartie que le courage, les gens de bâtiment on fait rien. Et on aura le même sketch, si je peux me permettre ainsi, avec la reconnaissance faciale. Ils vont tout nous imposer, ils vont nous transformer en citoyens sous haute surveillance, alors qu'on sait que c'est très bien qui fait quoi. Alors, il y a déjà eu des tensions. Ça s'est passé du côté de New York. Avant le match Algérie-Argentine, RMC, donc confrère de RMC qui couvre le mondial, des rixes ont opposé des supporters des deux camps au cœur de New York. Alors, vous voyez cette séquence avec un peu d'ambiance. Voilà donc pour cette séquence. Et je vous l'ai dit, hein, les confrères de RMC parlent de rixes qui ont opposé des supporters des deux camps au cœur de New York, donc à Times Square, entre Algériens et Argentins. Et Eric, à la veille de ce match. Oui, c'est un immense problème qui touche tout le monde. Hein. Quand on disait il y a des no safe place absolument partout en France, il y en a également aux États-Unis. Mais vous savez, moi j'ai un scoop pour vous. Je pense que ça va bien se passer en Tunisie, au Maroc, en Algérie et également au Sénégal. Pour l'avoir vécu, moi j'ai suivi notamment les 8e de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en Mauritanie. J'étais à ce moment-là à Nouakchott et c'était un énorme match parce que la Mauritanie a battu l'Algérie. Donc c'était immense. Je veux vous dire, c'était la fête dans toute la ville. Moi j'y étais à ce moment-là. Eh bien tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a eu absolument aucun problème. Donc ce n'est pas stigmatiser ces pays-là que de parler. C'est de dire tout simplement qu'en raison du laxisme judiciaire, comme le disait Driss Ghali, eh bien les populations, une petite partie des populations qui sont chez nous, se croient absolument tout permis et cassent tout. Et malheureusement, en effet, ça touche également New York et Times Square. Et ce n'est pas pour rien que Donald Trump, dans le fond, a également des propositions extrêmement fermes sur le sujet, même s'il ne peut pas tout faire aux États-Unis. On parle de rixes à New York, à Times Square, entre supporters algériens et supporters argentins, Hélène Rouet.
Héléne-Roué. Ça commence mal, en fait. Hein. Ah oui, ça commencera mal. Comme quoi, on se rend compte également que ça ne se passe pas qu'en France. Maintenant, quand on regarde en France, moi, ce qui continue de m'inquiéter et ce qui va m'inquiéter a priori toute la semaine pendant le mondial, parce qu'il faut voir aussi la semaine que les policiers vont se prendre. C'est-à-dire qu'on est en pleine Coupe du Monde. Il y a également la fête de la musique qui a lieu dimanche prochain. Il est à Évian. On sait qu'il y a 12 000 forces de l'ordre, évidemment, qui sont mobilisées là-bas. Donc, c'est une semaine à haut risque. Et pourtant, on continue aujourd'hui d'avoir des dirigeants, Laurent Nunez pour ne pas le citer, notamment le préfet de police aussi, qui ont une certaine forme d'aveuglement. On se rappelle des propos de Laurent Nunez. La situation est contenue, ne vous inquiétez pas, etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte de tout le bazar qu'il y avait eu. Et puis après, en réponse, un préfet de police, Patrice Faure, qui lui avait décidé d'envoyer un courrier à toutes les familles, précisément des casseurs, en disant, en rappelant, si vous voulez, les principes de vivre ensemble, en redisant que ça n'était pas bien d'agir de la sorte. Moi, je pense qu'il aurait dû joindre aussi des bonbons et des fleurs aussi à ces familles-là. Non, mais c'est-à-dire, on est quand même dans une situation absolument inédite où malheureusement, les Français sont obligés de s'adapter à ça pour chaque match de foot. Et le gouvernement, manifestement, ne réagit pas, sans même parler de la justice. Et un autre dernier point également, là, pour le coup, il y a quelque chose qui va se passer pendant la Coupe du Monde qui ne s'est pas passé pendant la Ligue des Champions, c'est qu'il risque d'avoir des affrontements intracommunautaires. Parce qu'en fait, si vous avez justement un Maroc-Algérie, un Algérie-Tunisie, un Sénégal-Maroc, en fait, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir aussi certaines personnes issues précisément de ces communautés-là qui vont même, en fait, ça va devenir un jeu, notamment pour les mineurs, qui va faire le plus de dégradation. Pour la Ligue des Champions, c'était quelque chose qui existait déjà, mais alors là, en plus, quand vous mettez les nations sur un match de foot, ça va être encore pire. Et pour défendre les Algériens, il faudra suivre ça peut-être avec Jules Laurent. Moi, je vous mets mon billet qu'il peut y avoir des Français dans les supporters de l'Algérie qui ont mis le bazar à Times Square. Parce qu'encore une fois, c'est une énorme problématique. On n'est pas en train de parler du problème de l'Algérie, on est en train de parler aussi d'une problématique d'une certaine partie qui cause des problèmes. Et souvent, il y a des Français d'origine algérienne ou des franco-algériens. On verra, on n'a pas les passeports à Times Square. Là, je peux juste vous montrer le tweet de nos confrères de RMC pour vous montrer que effectivement ça choque largement la presse qui couvre la compétition. Avant le match Algérie-Argentine, des rixes sont opposés des supporters des deux camps au cœur de New York. Oui, non, mais là où je trouve intéressant, et le point d'Hélène est très juste, c'est que là, contrairement à la finale de Ligue des Champions, on disait non, ça n'a rien à voir avec le football, ce sont des gens qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain, ce sont juste des gens qui viennent piller, qui profitent de la victoire du Paris Saint-Germain pour faire valoir leur culture de l'affrontement et leur culture de la violence. Là, la vraie différence, c'est qu'il y a aussi il va y avoir des passions communautaires, que ce soit en France. Si les supporters de toutes les équipes qui ont été notées par la DNCP décident de sortir dans la rue, mais là on le voit déjà, ce sont des personnes qui sont venues à New York précisément pour supporter leur équipe, qui mettent le boxon, si je puis dire, à Times Square, qui est quand même normalement, là on parle souvent d'Emily in Paris, il y a aussi Emily in New York, c'est-à-dire que Times Square, normalement, c'est une place quand même où il y a de la sécurité, où c'est connu, je trouve le parallèle, je ne sais pas si vous avez l'image, mais avec les images qu'on a vues par exemple au Japon, où il y a des supporters japonais qui célèbrent la victoire de leur équipe sur un carrefour, et quand il y a un feu rouge, dès que le feu se remet au vert, les policiers sifflent et les supporters japonais s'enlèvent. Jules, je vais finir par croire que vous voulez cette place. Parce que, effectivement, je n'oserais pas. C'est dans le conducteur de 100% Frontières. Alors voyons donc effectivement la séquence sans contraste. Vous allez voir avec ce qui s'est passé à Times Square. C'est-à-dire que là, vous êtes donc le Japon qui a fait un match nul, qui a joué donc contre les Pays-Bas, match nul. Et ils vont célébrer ce match nul dans les rues du Japon. Et ils sont au milieu de la route, un coup de sifflet, tout le monde retourne sur le trottoir. C'est-à-dire que vous imaginez s'il y a un policier qui arrive avec son petit sifflet face aux délinquants. Voilà, donc vous voyez la séquence, on garde les micros ouverts, vous voyez la séquence, donc tout le monde va sur le milieu du carrefour. Voilà, au milieu du carrefour, et puis vous allez entendre un petit coup de sifflet. Et c'est au moment où le feu passe au vert. Voilà le coup de sifflet des policiers, et tout le monde retourne sur le trottoir. C'est fou. Il va falloir faire venir des Japonais. Voilà. Et je crois qu'on a je le dis à Benjamin, on a aussi la vision depuis le ciel, où on voit la scène. Donc tout le monde va sur le carrefour, au milieu donc de la circulation, mais vous avez vu, il n'y a pas une voiture qui passe. Et dès qu'il va y avoir le coup de sifflet, on va garder les images, on va les commenter. Tout le monde va retourner sur le trottoir. Donc ça se passe à Tokyo, dans les rues de la capitale japonaise. C'est sans comparaison avec ce qui se passe en France, Julien Audoul. Ah, mais c'est rêvé.
on aimerait effectivement vivre au Japon quand on voit ces images-là. Mais le Japon a gardé des valeurs, a gardé une discipline, a gardé un respect des institutions et notamment des forces de l'ordre. Et effectivement, les forces de l'ordre au Japon, c'est pas les forces de l'ordre en France. Les prisons japonaises, c'est pas les prisons françaises. Et aussi, parce qu'il faut le dire, le Japon qui a effectivement, il faut rappeler, comme le faisait Hélène Rouet, que les supporters japonais qui nettoient les stades après les matchs. Enfin, je trouve ça prodigieux en termes de respect, en termes de collectivité. On a une photo des vestiaires. C'est fabuleux. Des vestiaires des Japonais quand ils quittent le vestiaire. Voilà comment ils laissent le vestiaire. Voilà comment ils laissent le vestiaire. Ils ont plié les maillots. C'était avant ou après le match, c'est une équipe respectueuse qui, encore une fois, met en pratique ses valeurs. Mais il faut rappeler aussi que le Japon, c'est un pays qui a toujours refusé l'immigration de peuplement. C'est un pays qui a voulu préserver sa culture. Qui refuse même toute immigration. Et c'est un pays, alors même qu'il aurait des besoins économiques, la Première ministre dit non à l'immigration de travail qui pourrait avoir des conséquences sur la cohésion sociale et nationale. Je trouve ça admirable et ça montre que finalement le chemin qui est pris par le Japon est peut-être le bon pour garantir la sécurité de ses concitoyens et l'ordre public. Et je vais même plus loin. C'est-à-dire que le Japon, historiquement, a été humilié par les Américains. Les Américains ont quand même bombardé 2 bombes sur le Japon. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? La Coupe du Monde, elle est aux États-Unis. Donc normalement, ils devraient faire comme une certaine partie de la population française qui systématiquement nous rappelle ce qu'on aurait fait à leur pays, à leur communauté, etc. et qui se rebellent. Ben non, parce qu'ils sont capables d'avancer. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on a oublié cette dimension-là chez les Japonais qui se sont reconstruits de façon extrêmement difficile, mais tout en gardant cette discipline. En fait, c'est pas parce qu'on a un passé compliqué qu'on doit s'exonérer exactement de respecter la loi. Et pourtant, ils ont des gros problèmes démographiques, le Japon en l'occurrence. Et pourtant, ils continuent de refuser justement une immigration qui pourrait être plus jeune et qui pourrait occuper certains métiers. Ils sont c'est même pas l'immigration de peuplement, c'est pour ça que je réagissais, c'est l'immigration zéro. Oui, c'est l'immigration zéro. C'est xénophobe. Même un touriste, il est pas le bienvenu. Non, mais c'est quand même la réalité. Et l'Argentine, d'ailleurs, on ne sait pas ce qui s'est passé entre supporters argentins et supporters algériens. Enfin, l'Argentine, la manière dont il parlait de l'équipe de France et la manière dont il parlait de Kylian Mbappé, on avait les 2 pieds au milieu du racisme. C'est pour ça que je pense que le mot RIC, c'est plutôt de bonne aloi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer des propos absolument scandaleux d'un allié de Jean-Luc Mélenchon, d'un pays qui réprime les homosexuels. C'est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Ce qu'il a dit chez nos confrères de France 24. Quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique pour France-Sénégal ce soir. Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale au Sénégal, donne son pronostic pour le match de football France-Sénégal. Cet homme, c'est l'allié de Jean-Luc Mélenchon, l'allié politique. Il participe à un régime qui a mis en place une répression contre les homosexuels absolument insupportable. Et c'est d'un racisme dégoulinant, ça, Éric Tegner. Oui, c'est un immense racisme. Et d'ailleurs, on ne voit pas encore, à ce que je sache, des tweets de la France Insoumise condamnant un de leurs plus proches alliés. Mais je vais vous dire, la France Insoumise va faire exactement la même chose dans le cas où finalement l'équipe de France de football gagnerait cette Coupe du Monde. Ils diront, vous avez bien vu, il y a une diversité, ça montre. Vous savez, parfois on retrouve ça, y compris dans certains quartiers en France, parce que le racisme qui vient du Sénégal, eh bien, il s'inscrit, il infiltre absolument certains de nos quartiers français, où ils vont expliquer d'une certaine façon que si on est aussi bon en football, si on a été champion du monde de football 2 fois, eh bien c'est grâce d'abord à l'Afrique. C'est-à-dire que ça a un écho. Moi, c'est ça qui me sidère le plus. Que ce président du Parlement sénégalais soit raciste quand on voit un peu la politique qui est menée là-bas, d'une certaine façon, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est que ça arrive en France. Jules Torres, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, qui dit quel que soit le vainqueur ce soir entre France et Sénégal, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Moi, je trouve ça extrêmement raciste, d'abord. Donc le président de l'Assemblée nationale du Sénégal visiblement est raciste parce que on a des joueurs dans l'équipe de France de football qui sont issus de l'immigration. Il y en a sans doute qui sont issus du Sénégal, soit qu'ils sont nés ou soit qu'ils sont nés en France avec des origines, mais du reste, ils sont français. L'équipe de France représente peut-être, sans doute, la diversité française. Il y a tout un tas de joueurs qui viennent de tous les départements français, qui viennent même des Outre-mer. Donc je trouve que cette sortie, elle est bien au-delà du disciple. Mais encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, moi je me souviens très bien
qu'il est allé au Sénégal, je crois qu'il y a 2 mois, et puis 2 semaines après son passage, il y avait les fortes répressions contre les homosexuels, avec des violences complètement indicibles. Est-ce que vous avez vu un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui se désolidarisait d'un pays où il était allé? Je peux vous dire que si Marine Le Pen, elle était allée au Sénégal 2 semaines avant et qu'ensuite il y avait eu ça, on lui aurait demandé des comptes sur toutes les matinales de France, dans tous les journaux, on leur a dit mais vous avez vu, vous êtes allé rendre visite à votre allié, vous avez vu comment il traite les homosexuels, c'est un scandale, ça rappelle les pires heures de l'histoire. Donc Jean-Luc Mélenchon, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de médias, bénéficie encore d'un privilège rouge, bénéficie encore d'un privilège médiatique, parce que c'est sans doute le meilleur allié du système aujourd'hui pour battre le Rassemblement national à la prochaine élection présidentielle. Julien Audoul, comment vous réagissez aux propos scandaleux du président de l'Assemblée du Sénégal sur l'équipe de France? C'est du racisme décomplexé, mais j'ai plus loin, c'est du racisme autorisé. Parce qu'il y a 2 formes de racisme. Il y a le racisme qui est condamné, qui va susciter la bronca médiatique, qui va susciter la mise au ban de la société. Et puis, il y a les formes de racisme autorisé, celles qui sont soutenues par les officines de l'antiracisme, SOS Racisme, le journal L'Équipe aussi. On n'a pas vu un tweet, un article du journal L'Équipe. Vous savez, le journal L'Équipe si, pour dire que cette Coupe du Monde était raciste. Oui, voilà, exactement. Mais le journal L'Équipe, qui est un journal d'extrême gauche, il faut le dire, qui fait toujours des reportages, des articles pour demander plus de diversité dans les équipes occidentales, et notamment sur le Japon. Pour la première fois, vous avez un gardien dont le père est afro-américain. Donc l'équipe a fait un magnifique article pour appeler la diversité à l'ouverture du Japon. Mais concernant le Sénégal, concernant d'autres pays africains, là, pour le coup, on peut être raciste. Et ça fait fi, effectivement, de ce que nous considérons comme la nation. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction de ses origines ou de sa couleur de peau qu'on détermine la nationalité. Driss Ghali. Bon, il faut peut-être aller un peu plus loin. Parce qu'au fait, il y a un peu de revanche aussi coloniale, parce que ce monsieur est très intelligent, c'est un inspecteur des impôts, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est rassurant, on peut vous croire. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un politicien normal, et il mène un jeu très compliqué avec son ancien allié au Sénégal. Mais je ferme cette parenthèse. Il y a un peu de revanche coloniale pour certains en Afrique de voir la France changer, de voir la France... parce que pour nous, la diversité est une richesse, pour eux, c'est une vengeance. Parce que l'homme blanc, la chute de l'homme blanc, le grand remplacement est bien vécu chez certaines élites africaines. J'ai l'impression que ce monsieur-là, il nous donne une baffe. Et puis, il y a une autre quelque chose, je serais peut-être en divergence un peu avec le plateau. Pour la plupart des gens dans le monde, la France, c'est la France. C'est Amélie Poulain. C'est pas la diversité. Alors nous, puisqu'on a fait Bac+7, Bac+10, puisqu'on a été... puisque nous avons peur de notre ombre, parce que nous avons été biberonnés en antiracisme, et nous avons des lois qui nous empêchent de sortir de la fatwa de gauche. Mais lui, il est libre de la fatwa de gauche. Et lui, il nous rappelle, il dit, les gars, vous êtes quand même un pays d'origine chrétienne et de peuplement historique blanc. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'arrive pas vraiment à taper sur ce monsieur. Alors, sur les homosexuels, je dirais juste très rapidement que c'est une diversion aussi, parce qu'il est en train de se planter, parce qu'il a pris le pouvoir en chassant un monsieur qui s'appelle Macky Sall, qui était pro-Macron, pro-français, France-Afrique. Type pas mal. Et il a pris le pouvoir avec son meilleur ami qui s'appelle Diomaye Faye. Et les deux, ils ont dit, moi je suis président, toi tu es Premier ministre. Et là, ils s'entretuent. Donc il a été viré, il est devenu patron de l'Assemblée. Les Sénégalais, ils regardent ça, ils disent, mais c'est quand les réformes? Et donc comme il n'y a pas de réforme, comme il n'y a pas de croissance, ils tapent sur les homosexuels. Voilà, c'était juste pour faire un petit... La Minute Afrique. Et puis, rappelons quand même une sélection assez simple, c'est-à-dire que c'est la sélection des meilleurs. L'équipe de France, Didier Deschamps, il sélectionne les meilleurs. Voilà. Et d'ailleurs, Didier Deschamps, il a été parfois accusé de racisme quand il ne sélectionnait pas Karim Benzema, parce qu'il jugeait que pour le groupe, c'était pas bon de sélectionner Karim Benzema, ce qui est totalement insupportable. Il sélectionne les meilleurs, à la fois pour le terrain et pour le collectif. Est-ce que je peux faire un petit point? Vous pourrez le dire juste après la pause. La deuxième minute. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On va se retrouver dans un instant. On va se demander, est-ce que le gouvernement va enfin faire payer les casseurs? On va vous montrer des équipes des Français à New York qui célèbrent l'avant-match et tout se passe bien. Et puis on va écouter N'Golo Kanté et Didier Deschamps. Et enfin, on se posera la question, y a-t-il encore des gens dans ce pays pour protéger les plus démunis, du plus petit au plus âgé, avec les suites au Gros du Roi et dans cette église où, respectivement, une vieille dame a été agressée et une autre égorgée. A tout de suite.
De retour dans 100% Frontières, on va reparler évidemment de ce qui va se passer autour du mondial. On espère que ça se passera bien à l'heure où les Français entrent dans la compétition ce soir face au Sénégal. Le gouvernement va-t-il vraiment faire payer les casseurs qui ont tout cassé le soir des victoires du PSG? Mais on va s'intéresser dans une seconde à nos aînés qui sont victimes d'agressions absolument insupportables. Alors c'est cette église de Saint-Étienne qui a vu une dame âgée se faire arracher son collier et son bourreau a été arrêté. On va en parler dans un instant avec vous, Jules, puisque c'est vous qui aviez révélé ça la semaine dernière. Il est passé en comparution immédiate. Et puis le Gros du Roi, où l'enquête avance, il y a eu une autopsie. On va en parler aussi avec vous, Jules, où là on parle d'une dame de 86 ans qui a été égorgée et elle aurait été tuée à l'aide d'une perceuse. C'est les premières constatations de l'autopsie. Donc c'est une piste. C'est absolument horrible. Donc on en parle juste après le journal de Somaya. Ça y est, la France entre dans la course à l'IA. Sébastien Lecornu vient d'annoncer une nouvelle enveloppe de 655 millions d'euros pour le développement de l'intelligence artificielle. Objectif du gouvernement, je cite, accompagner cette révolution afin qu'elle profite aux Français, dont 1 million d'agents de la fonction publique. Tension vue au Palais du Luxembourg après l'échec d'une première réforme retirée face à la fronde des syndicats. L'encadrement du travail des salariés des boulangers et fleuristes le 1er mai fait l'objet d'un projet de loi examiné aujourd'hui au Sénat. Et puis selon la diplomatie iranienne, les discussions sur un accord final avec les États-Unis devraient débuter vendredi dans un lieu qui reste à déterminer. Un protocole d'accord qui ouvrira un nouveau cycle de négociations entre Téhéran et Washington et visant à mettre fin à plus de 3 mois de guerre entre les deux pays. Merci beaucoup Somaya. Donc je vous le disais, l'enquête avance autour du Gros du Roi. On cherche encore le coupable qui a tué cette femme de 86 ans, égorgé cette femme de 86 ans. Et il y a eu une autopsie hier. On va en parler dans un instant avec vous sur cette octogénaire. Mais voyez donc déjà le sujet de la rédaction de CNews et le reportage de Clémence Fournival et de Corentin Alonso. Sur les bords de l'étang de Salonique, on observe habituellement les flamants roses, un endroit apprécié par les promeneurs pour son calme et sa sérénité. Mais depuis jeudi soir, et le meurtre d'une dame de 86 ans qui résidait dans un camping à proximité, l'atmosphère est beaucoup plus pesante. On est très inquiets de voir des choses pareilles, c'est ignoble. S'en prendre à des personnes âgées, surtout en pleine journée comme ça. Faire ça à une dame de 86 ans, vous ne rendez pas compte. Quel séjour ? Ah ouais, 86 ans en France, on n'est plus en sécurité. Ma femme elle promène les chiens, je la laisse plus, que ce soit 6h, 7h du matin ou même les copains, c'est pareil. Les copines du camping, ils se promènent à plusieurs. Une peur accentuée par le fait qu'aucun suspect n'ait encore été arrêté. Une menace angoissante pour ces retraités en vacances. On ne sait jamais si l'individu rôde encore dans le coin. C'est ça qui fait peur. Même dans le camping, les gens ils disent quand il va être arrêté, ça va nous enlever un poids. Selon les premiers éléments de l'enquête, une perceuse pourrait avoir été utilisée pour donner la mort. Les investigations sont toujours en cours. Donc ça, c'est suite à l'autopsie d'hier. La perceuse serait l'arme du crime, Jules Laurent. Donc on a une autopsie de 4 jours, et puis on a des médecins légistes qui ont relevé donc, de grandes plaies au niveau du cou et du corps sur cette dame âgée de 86 ans, on le rappelle. Et effectivement, il y a cette première piste qui a été mise en place donc, par les enquêteurs, parce qu'avec la vidéosurveillance, et ainsi que, vous savez, je vous parlais de ces enquêtes de témoignages, de voisinage, il y a plusieurs personnes qui ont vu effectivement un individu à proximité des lieux, et puis en fait se balader avec une perceuse ou une visseuse. Et ils l'ont vu également se laver les mains dans l'étang, le même étang où a été retrouvé à proximité le corps de Jacqueline, cette donc, dame de 86 ans qui a été tuée. Et c'est vrai que les médecins légistes ils disent que l'utilisation d'une perceuse, c'est absolument pas impossible parce que les plaies démontrent effectivement finalement des découpes assez étranges au niveau du corps, plusieurs plaies différentes, et ils pensent que l'utilisation d'une visseuse, d'une perceuse aurait pu être finalement l'arme utilisée. Donc l'enquête continue. On rappelle que le suspect n'a toujours pas été interpellé, mais que la vidéosurveillance actuellement est en train de cibler une personne spécifique qui pourrait être cette bonne personne. Et l'enquête est en train d'avancer sur ce plan-là. Donc on en est à un point dans un pays comme la France où on s'en prend à des femmes de 86 ans
en les égorgeant à l'aide de perceuses, si c'est confirmé par l'enquête. Mais c'est l'autopsie qui est en train de parler, Éric Tegner. Oui, c'est atroce. Là, pour le coup, on pourrait vraiment parler d'un cas psychiatrique. Mais bon, c'est pas normal que cette personne soit dans la nature aujourd'hui. Heureusement, en effet, qu'on a finalement eu cet appel de la préfecture qui a demandé finalement, et de la procureure, qu'il y ait des témoignages qui viennent essayer de trouver cette personne. Imaginez quand même, on est dans des paysages magnifiques, imaginez la crainte dans laquelle vivent aujourd'hui nos aînés. Non seulement ils ont des problèmes de santé, non seulement ils ont des problèmes financiers, et en plus ils se retrouvent souvent en insécurité. C'est pas une histoire de sentiment d'insécurité. Le nombre de dames âgées qui se retrouvent parfois, j'en parlais récemment, il y a quelques semaines, cette dame âgée dans le sud de la France qui a ouvert parce qu'elle pensait que c'était son infirmière au milieu de la nuit, et en fait c'était un jeune Tunisien de 26 ans qui l'a violée. On se retrouvait également avec ces images à Cannes où cette dame âgée avait également été tabassée. De nombreux cas, on retrouve également des femmes âgées plusieurs jours après qu'elles aient été assassinées. Et c'est une solitude immense dans laquelle elles se retrouvent aujourd'hui. Environ 600 viols par an, effectivement, de personnes âgées. Et le chiffre, évidemment, est complètement dévalué parce qu'en fait, il y en a très, très peu qui portent plainte. Totalement cinglé. Bien sûr. Et ce phénomène, précisément, des violences, des viols, c'est quelque chose qui est en constante augmentation chez les personnes âgées, sauf que ça n'intéresse vraiment absolument personne. Quel est ce pays qui n'est incapable de protéger le plus petit, le plus âgé, Julien Audoul? C'est une société malade. Parce que quand un pays n'est pas capable de protéger ses plus faibles, les personnes âgées, les enfants, les laisse en proie aux pires monstruosités, parce que là c'est de la barbarie. Si c'est confirmé que cette... Ce qui est confirmé, c'est que cette femme de 86 ans a été tuée et égorgée déjà. Voilà, mais si c'est confirmé qu'elle a été torturée, mutilée, tuée à l'aide d'une perceuse, c'est un acte de barbarie. Mais là, aujourd'hui, il faut s'interroger sur la réponse ou l'absence de réponse de l'État, de la justice. Un individu comme ça, qui, à mon avis, l'enquête le déterminera, ne commence pas son parcours criminel par ce meurtre à la perceuse. À mon avis, et encore une fois, l'enquête le déterminera, il y a eu des antécédents. Ça serait très intéressant de le savoir. Est-ce qu'on est en face d'un récidiviste qu'on n'a jamais puni, même au niveau de délit? On ne commence pas son parcours criminel comme ça, il y a eu des antécédents très probablement, on verra. Et à aucun moment la justice a dû l'arrêter. Mais cette personne maintenant, quand elle sera jugée, il faut qu'elle reste en prison jusqu'au dernier jour de sa vie. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre justice, dans notre droit, nous n'avons pas la certitude. C'est ça qui est malheureux. Nous n'avons pas la certitude que la peine sera implacable et que cette personne ne ressortira pas de prison. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit toujours, c'est un slogan qui est assez à la mode, il faut que la peur change de camp. Ça fait bien, les macronistes ont même recyclé, que la peur change de camp. Mais c'est-à-dire qu'il faut que ces gens-là aient peur. Il faut que ces gens-là soient dissuadés par des peines implacables, certaines et sûres. Or, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas et il faut changer les choses à ce niveau-là. Driss Ghali, comment vous réagissez? La semaine dernière, on était sur la petite Liana. On a appris qu'il y avait beaucoup d'autres victimes de Jérôme Barella, notamment Rosa, violée au moins 10 fois à l'âge de 10 ans, sur lesquelles il a laissé des séquelles vaginales et anales. Et là, on a une grand-mère qui a été de 86 ans, qui a été égorgée, probablement à l'aide d'une perceuse. Mais on est dans un pays de dingue, en fait. Dans un pays de dingue. Et effectivement, sur l'affaire Liana, on a vu toutes les failles judiciaires qui ont mené au meurtre de Liana. J'ose espérer qu'il n'y a pas eu les mêmes failles judiciaires pour Jacqueline, qui a été tuée donc à l'âge de 86 ans. J'ose espérer, nous osons espérer. Alors, il faut raison garder, je vais parler comme un macronien. Il y a toujours eu des crimes, il y a toujours eu des bandoliers, des coupeurs de route, il y a toujours eu une violence sauvage parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Même dans l'Ancien Régime. Je lisais il n'y a pas longtemps Brodel qui racontait qu'il y avait des bandes criminelles autour de Paris. Et les faussonniers, ceux qui vendaient le sel, qui était monopole du roi. Donc la violence, elle a toujours existé. Quand même, nous vivons depuis 20 ans des crimes en série. Ce que les macroniens et le système appellent des faits divers, ce ne sont pas des faits divers. C'est une société qui est en train de... Vous avez vu que Sébastien Lecornu s'y est mis, il parle de faits de société pour l'affaire Liana. Il a 40 ans de retard. Moi, je parle de faits politiques. Ce sont des crimes administratifs, parce que la plupart des gens sont des récidivistes. Donc ce ne sont pas des crimes individuels. Vous avez la magistrature, je parle là comme un peu en fait des années 30, mais je le dis, elle est dedans. Enfin, je veux dire, parce que quand vous relâchez un malade... Le gars qui a tué Gervaise, le médecin militaire, il dort maintenant le week-end ou le soir à la maison. Absolument. Vous vous rendez compte? Mais c'est... Je rappelle ce qui s'est passé, effectivement, Alban Gervaise qui a été massacré à coups de couteau devant l'établissement scolaire de ses enfants. On a jugé que celui qui avait fait ça était irresponsable pénalement. Il est en hôpital psy et on apprend au bout de 4 ans, il a le droit de rentrer chez lui le soir auprès de ses parents et le week-end. Et vous avez la veuve de ce médecin militaire qui crie au scandale. Elle a dû expliquer à ses enfants que leur papa a été massacré et que le tueur est dehors parce qu'il a le droit d'aller voir papa-maman, lui. C'est-à-dire que les enfants, ils n'ont plus de papa. Par contre, lui, il a le droit d'aller voir son papa et sa maman le soir et le week-end. C'est là que je parle.
Je suis en avance sur M. Lecornu. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas au pouvoir, parce que parfois, il ne faut pas être en avance. Comme beaucoup de monde. C'est un crime politique, c'est un crime administratif. Parce que la violence, c'est comme une épidémie. Nous avons des épidémiologistes de salon en France, à gogo. Ils n'ont pas compris que la violence, on désinhibe. Quand quelqu'un passe à l'acte, dans notre cerveau reptilien, on se dit « pourquoi pas moi ?» Et là, vous avez des gens qui passent à l'acte parce que c'est comme une tache d'huile. Il fallait couper. La violence, c'est comme une fuite d'eau. Il faut couper tout de suite, sinon ça pourrit tout. Là, on est dans le pourrissement. Et on va encore. Ce qui me rend moi dingue en tant que citoyen, c'est que ça risque de se passer très mal, c'est-à-dire qu'on casse tout l'état de droit et qu'on mette des lois, comme on disait, comme au Salvador, pour retrouver la... Et ce serait vraiment, mais vraiment, on aura l'air d'imbéciles. Parce qu'on a 200 ans de démocratie derrière nous qui est en train de partir à cause de ces élites-là. Et là, vous avez raison, c'est quand vous parlez de faits de société, parce que Hélène le disait, c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'on va vous remontrer les images qu'on vous a montrées la semaine dernière, on va garder les micros ouverts pour les commenter. Ça se passait donc à Saint-Étienne. On a une femme qui va prier à l'église et elle se fait arracher son collier. Vous allez voir donc ces images. Jules Laurent, je vous laisse les commenter à nouveau. C'est vous qui les avez révélées. Donc on a cet homme qui rentre. Cet homme qui rentre et donc qui fait mine de regarder les affiches à côté de cette dame âgée de 78 ans, qui est une dame qui prie régulièrement à l'église. Et vous voyez, brutalement, il va, pendant une quinzaine de secondes, lui arracher sa chaîne, sa médaille de baptême. Donc la dame va être extrêmement surprise, elle va tenter de se débattre et cet individu va partir en courant et s'échapper. La dame va être laissée dans un état de choc psychologique avec un hématome au niveau du cou. Puis ensuite, elle va aller directement raconter ce qui s'est passé au niveau de la sacristaine et du prêtre pour aller déposer plainte ensuite contre son agresseur. Et donc justement, l'information du Progrès, suite à vos révélations la semaine dernière, il avait agressé une septuagénaire dans une église à Saint-Étienne, un jeune de 21 ans condamné. L'agresseur de la septuagénaire dans la cathédrale Saint-Charles le 8 juin a été interpellé vendredi, en milieu d'après-midi, à Saint-Étienne. Et donc il s'agit d'un Roumain de 21 ans, arrivé en France une semaine plus tôt, qui a été condamné en comparution immédiate à 2 ans d'emprisonnement et une interdiction de territoire national. Et ce sont les caméras de surveillance finalement de la cathédrale qui ont permis en fait de retrouver cet individu, parce qu'ils ont comparé, ils ont retrouvé à la fois le tatouage qu'il avait sur l'épaule, la casquette qu'il avait. Au moment où il a été interpellé, il portait les mêmes chaussures et donc on a cet individu donc qui était arrivé la semaine avant en France, qui dit être venu en France pour travailler, donc un Roumain. La dame âgée l'avait décrit, on l'avait dit comme un individu de type nord-africain, c'est ce qu'elle avait dit dans sa plainte et également auprès de tout le témoignage, mais il se trouve donc c'est un Roumain qui a donc été interpellé ce vendredi dernier, jugé ce lundi 15 juin. Il a pris donc 2 ans avec maintien directement en prison et une interdiction du territoire français. Et c'est vrai qu'en fait sa défense devant le juge, elle tenait pas vraiment parce qu'il était extrêmement brouillon. À la fois on avait retrouvé une autre chaîne chez lui, beaucoup d'argent en cash, à peu près 4 500 €. Et il expliquait qu'il ne savait pas très bien où il travaillait entre Marseille, entre Lyon, qu'il était venu dans la France pour le travail. Et les juges ont donc dit, monsieur, vous êtes en train de mentir. Chose importante, c'est rapporté par le Progrès, la dame qui a été agressée était présente directement au moment au tribunal. Et elle raconte que en fait, c'était important pour elle d'avoir été présente ce jour-là et que aussi, elle le dit, elle a retrouvé dans sa poche une médaille de baptême de Lourdes, ce qui lui a permis de remplacer la médaille qui a été volée. Alors vous voyez, donc c'est intéressant aussi effectivement de s'arrêter sur le profil de cet homme qui dit vouloir venir travailler en France. Roumain de 21 ans arrivé en France une semaine plus tôt, et au lieu de chercher un travail, il s'en prend à cette dame dans cette église. Mais là aussi, ça va être très intéressant parce qu'on va voir à quel point l'État peut répondre à cette chose-là. Donc il a pris 2 ans de prison, donc possiblement il n'en fera que 6 mois ou même n'en fera pas. Et c'est vrai que vous avez raison de faire ce parallèle avec le fait de protéger à la fois les personnes vulnérables, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés. Il y a dans la loi quelque chose qui existe, il y a un facteur aggravant. Quand on s'en prend à quelqu'un qui est vulnérable dû à son âge, la peine, elle doit être beaucoup plus lourde. Donc peut-être que la peine, là, devrait encore être plus lourde. Je crois que quand vous agressez une personne vulnérable due à son âge, c'est minimum 3 ans de prison. Pourquoi on n'a pas donné 3 ans de prison à ce monsieur ? Est-ce qu'il ne mérite pas, au vu des images qui sont extrêmement choquantes, ces 3 ans de prison-là ? Et je l'explique par le fait que ce genre d'affaires, bien souvent, elles ne sont pas médiatisé. Si Jules ne trouve pas cette vidéo, eh bien, on n'en parle pas. Voire même, il y a des gens qui veulent qu'on ne parle pas de cette vidéo, même quand on la détient. Donc, à un moment donné, pourquoi on ne s'intéresse pas à ces personnes âgées ? Pourquoi, par exemple... Et il a pris 2 ans, effectivement. On a beaucoup cité
le fait qu'il y ait des proches de victimes. Ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir s'il a pris mandat de dépôt, s'il dort actuellement en prison. Alors, on n'a pas encore les informations. Alors on se parle. Parce que si prendre 2 ans, c'est pas faire 2 ans, on le sait en France. Prendre 2 ans, c'est faire 15 jours dans ce pays. Voilà. Oui, une interdiction de territoire dont on sait de toute manière qu'elle ne sera pas respectée sur les territoires. Mais sur les familles de victimes, là où c'est très intéressant, c'est que je ne vois jamais de proches de personnes âgées dans les médias. Et ça, pour le coup, c'est quand même une nouveauté de ces dernières années. C'est-à-dire que quand il y a la mort d'Elias, on voit sa maman. Quand il y a la veuve de Philippe, de Monsieur Monguillot, on la voit dans les médias. Enfin, il y a beaucoup de familles de victimes, mais jamais quand il s'agit de personnes âgées. Alors que Hélène l'a dit, c'est quand même un phénomène qui est massif dans notre société. Et ça participe... Le fils d'Angèle avait parlé. Le petit-fils d'Angèle qui avait été violé avait pris la parole dans les médias. C'est pas systématique et ça explique aussi peut-être le fait qu'on laisse des personnes qui sont vulnérables, des personnes âgées, des grands-mères, des grands-pères, à cette délinquance de la lâcheté. Oui, Eric. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est l'information de Jules selon laquelle justement cette dame âgée voulait être présente au tribunal au moment du jugement. Parce qu'on a essayé de nous faire croire que finalement la médiatisation de ce fait était finalement une atteinte à l'intégrité de cette dame âgée. Que le problème, c'était la médiatisation. Que le problème, c'était la 100% frontière, la médiatisation, cette vidéo, alors que pas du tout. C'est-à-dire que cette dame âgée, elle voulait que cette personne soit arrêtée. Elle avait besoin également de voir ce type de condamnation. Sinon, vous ne pouvez pas vous reconstruire. Sinon, vous vivez dans une peur permanente. Et j'ai envie de vous dire, à chaque fois que les gens nous expliquent que c'est un problème social, mais il n'a pas attendu une semaine avant d'aller voler. Il n'a pas attendu une semaine. Ça veut dire qu'en effet, quand il ressortira, il recommencera. Alors, on est allé sur place, donc interroger des fidèles, et une femme qui travaille à la cathédrale Saint-Charles à Saint-Étienne explique une agression qu'elle a subie. Donc, c'était pas la première fois. J'ai été agressée plusieurs fois. Parfois, je ne fais pas appel à la police parce que je les dérange pas sans arrêt. La dernière fois j'ai été agressée, j'ai subi un choc psychologique. J'ai fait quand même 15 jours d'arrêt. C'était au mois de mai. J'étais à l'accueil en fait et c'est très dur pour moi d'en parler en fait. Excusez-moi, je peux pas en parler, c'est ça. Et la personne qui s'est fait agresser lundi, ça m'a perturbée quand même. J'ai pas dormi. Oui, je pensais pas mais ça m'a beaucoup perturbée. C'était des personnes qui s'étaient injectées de la drogue et qui avaient bu de l'alcool. Il y en a une qui urinait dans la cathédrale et quand je suis allée la voir, les 2 individus ont pris une crise et voilà. Et ça a été très violent. Elle me crachait dessus, mais puis ils mettaient des coups assez violents, surtout au niveau de la poitrine. J'ai fait une grosse décompensation et donc je suis allée voir plusieurs fois le médecin parce que j'ai eu un choc psychologique et puis je pouvais plus bouger mon bras gauche. Quand je suis revenue reprendre mes fonctions, ils étaient en liberté. Je les ai revus. Bon, du coup, j'ai dit reprends ton travail, sinon tu pourras plus reprendre ta fonction. Surtout que nous, on les aide. On aide beaucoup de gens. Le curé fait des choses énormes. Et donc l'agresseur de cette femme qui lui a arraché le collier, il est parti tout de suite en prison, Jules Torres. Absolument, 2 ans de prison en comparution immédiate. Il a été incarcéré immédiatement et interdit définitivement de territoire national. Et c'est très intéressant parce que c'est un article de France Bleu qui accorde la même part à la condamnation de ce monsieur au fait que le diocèse, et c'est écrit en gras dans l'article, condamne la publication des images. Ce qui est fou, alors que la médiatisation dans tellement de ces cas-là, précisément, fait en sorte que les choses s'accélèrent, que les choses soient vraiment... Moi, je vais vous dire, j'ai une conviction, véritablement, en plus pour avoir suivi le procès. Quand on parle, par exemple, du violeur de Claire Géronimi, qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, c'était un Centrafricain. La justice, en l'occurrence, dans ce travail-là, a fait très bien son travail. Il a pris 18 ans incompressibles. Il faut savoir qu'il avait violé 2 femmes, dont Claire Géronimi, dans l'espace de 2 heures. Et alors, il a pris 18 ans incompressibles. Je suis persuadée que si Claire Géronimi n'était pas montée au créneau, si elle n'avait pas médiatisé cette affaire, cette personne n'aurait jamais pris 18 ans de prison ferme incompressible. J'en suis persuadée. Alors on a interrogé aussi les fidèles de l'église de Saint-Étienne où s'est passée cette agression. Je fais partie de la paroisse. Je suis là pratiquement tous les jours de la semaine pour la messe. J'ai des proches et de plus en plus, ça devient récurrent, qui rencontrent des problèmes, des agressions, des remarques. On met des choses en place et on aimerait que dans l'autre sens, de l'autre côté, les gens puissent nous respecter. Des petits jeunes de 7 ans qui rentrent dans l'église pour dire va te faire enculer Jésus. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pareil, tous les petits jeunes qui souvent, après l'école, sont tout seuls, sans les parents, permettent malheureusement de faire des remarques et manquer de respect à la célébration de la messe tous les soirs. C'est 2 portes latérales. Si je ne me trompe pas, ça a été mis en place justement pour que la porte principale ne soit pas accessible, pour qu'il y ait entre guillemets une sécurité. Mais malgré ça, ils nous suivent. C'était vers le cours Foriel. J'ai croisé un jeune homme, il a fait demi-tour, il m'a accosté. Du coup, il vient, il se met à ma droite. Avec son pied gauche, il me tape le mollet tout en me tenant de la main gauche. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il tirait ma chaîne. Il a fait « excuse-moi » et il est parti. C'est pas la première fois en effet qu'il y a des
des agressions. Nous, on l'a constaté alors, à la fois à Saint-Charles, à la fois à la Grande Église. Alors, on peut avoir de la dégradation de matériel, des merdes dans les bénitiers ou des choses comme ça. Après, il y a ceux qui pissent sur l'église aussi. Il y a les gens qui rentrent, qui hurlent. Des jeunes qui se font arracher leur médaille de baptême ou leurs bijoux en sortie de messe. Là, comme ici, en entrée de messe. Souvent, d'ailleurs, ils attendent que la personne soit isolée, n'étant pas très courageux. Quelques années, il y avait des gens qui étaient dans la drogue, qui venaient lui parler. Et en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que en fait, ce dialogue-là, il est même plus possible. Incapable de protéger nos aînés, c'est ce qui se passe au Gros du Roi, donc à Saint-Étienne, incapable de protéger nos enfants. Nous partons dans un instant au tribunal de Paris où nous allons connaître à 13h30 le jugement du premier pédocriminel, soupçonné d'être pédocriminel du périscolaire. Les réquisitions, 18 mois de prison avec sursis. Donc si les réquisitions sont suivies, il ne passera pas une nuit en prison. C'est tout de suite après la pause dans 100% Frontières. À tout de suite. Il est bientôt midi dans 100% Frontières sur CNews. Dans un instant, on parle du scandale du périscolaire puisqu'à 13h30, un premier jugement tombera pour un animateur de 47 ans accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sur 9 fillettes d'une école du 11e arrondissement. Et pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel sur 9 fillettes, les réquisitions, 18 mois de prison avec sursis. Donc si les réquisitions sont suivies, ce pédocriminel présumé ne passera pas une heure en cellule. Et le deuxième procès pour un autre pédocriminel accusé d'agression sexuelle sur 9 fillettes entre 3 et 5 ans, 1 an de prison aménageable sous bracelet électronique. Donc pas une heure non plus en prison. Notre société ne protège plus les plus aînés, on l'a vu il y a une demi-heure, et ne protège plus les plus petits. On en parle avec notamment Célia Barotte, qu'on retrouvera depuis le tribunal de Paris, juste après le journal de midi de Somaya Labidi. Et on commence ce journal par cette bonne nouvelle à quelques semaines des grandes vacances. Après avoir reçu les distributeurs à Bercy, Roland Lescure, confiant quant à une baisse des prix à la pompe, l'accord annoncé par Washington doit être le signal de la relance, a-t-il déclaré, ajoutant que les aides à destination des grands rouleurs ont été versées. Écoutez. Les aides sont évidemment maintenues. Elles avaient été annoncées pour passer l'été et elles seront évidemment distribuées comme prévu. Je peux vous dire que pour l'aide grand rouleur, on est à ce stade à près de 900 000 demandes enregistrées. Et du fait des délais de versement, on aura 667 000 versements. Ils ont été envoyés hier. Ils arriveront dans les comptes des Françaises et des Français d'ici demain. Évidemment, ces aides sont bienvenues, notamment pour soutenir la saison touristique. Et donc voilà, maintenant c'est le temps de la relance. L'économie française doit être de retour et on a de bonnes nouvelles qui nous permettent d'y croire aujourd'hui. Une politique du chèque qui est vivement dénoncée ce matin par la vice-présidente d'Horizon. Écoutez. Mais c'est mentir aux Français de faire croire qu'on a encore les moyens de faire de la politique du chèque ou du quoi qu'il en coûte. Donc ça, les 100 €, vous ne l'auriez pas fait. Mais il y a un moment, on vous met dans une poche et on va vous le retirer un moment ou un autre. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? C'est derrière, ça sera une augmentation de la dette ou ce sera des impôts supplémentaires. Donc c'est totalement illusoire de laisser croire que la politique du chèque est encore possible en France. Ce n'est plus possible. Au deuxième jour du G7 à Évian-les-Bains, une réunion consacrée à l'Ukraine. Autour de la table, Volodymyr Zelensky, Donald Trump, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, entre autres. Objectif des 8 dirigeants, Maxime Leguet, relancer les négociations avec Vladimir Poutine pour mettre enfin un terme au conflit en Ukraine. Oui, effectivement, près de 1h30 de discussion qui s'est terminée il y a maintenant plus de 40 minutes. Réunion qui a été, selon l'entourage du président de la République, très constructive. Les membres du G7 qui se sont accordés sur 2 points essentiels. D'abord, réaffirmer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais aussi en corollaire de renforcer les sanctions visant la Russie. L'objectif de cette réunion pour les Européens, c'était de tenter de faire converger la vision américaine avec celle de l'Europe. C'est ce qui semble avoir été manifestement le cas. Donald Trump qui devra s'entretenir cet après-midi en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. L'autre grand sujet de cet après-midi, ce sera une nouvelle fois la guerre au Moyen-Orient avec le président égyptien et l'émir du Qatar qui sont invités à participer aux discussions avec les membres du G7. 2 pays qui jouent le rôle de médiateurs dans ce conflit entre Iraniens et Américains. Là aussi, Donald Trump devrait s'entretenir en tête-à-tête avec chacun d'entre eux durant cet après-midi. Merci pour ce point complet, Maxime. Merci également à Charles Baget qui vous accompagne. Et puis on termine avec l'œuvre de JR, la caverne du Pont-Neuf qui ouvre enfin au public à Paris jusqu'au 28 juin. Ouverture qui devait initialement débuter le 6 juin, mais qui a dû être reportée de 9 jours en raison de déchirures dans la structure gonflable provoquée par de fortes rafales de vent.
Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Gauthier. Merci beaucoup, Somaya. L'actualité aussi, c'est donc ce procès concernant le drame du périscolaire parisien. On va rejoindre dans un instant Célia, mais on va faire un premier point, premier procès dans l'affaire des violences du périscolaire parisien. Un animateur de 47 ans, je vous le disais, accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sur 9 fillettes d'une école du 11e arrondissement, connaîtra donc son sort cet après-midi. Et si les réquisitions sont suivies, il ne passera pas 1 heure en prison. Mathieu Devez. Capuche sur la tête, masque sur le visage et mains dans les poches, Nicolas G entre dans la salle d'audience le 5 mai dernier. À 47 ans, il est jugé pour harcèlement et agression sexuelle. Des faits qu'il aurait commis entre avril et octobre 2024 sur 9 fillettes d'à peine 10 ans, dans une école élémentaire du 11e arrondissement de Paris. Pénélope est la mère de l'une des victimes présumées. Nous attendons donc des responsables publics, tant au niveau municipal que national, qu'ils prennent pleinement la mesure de cette réalité qui touche l'ensemble du territoire. Nicolas G est le premier animateur à être jugé depuis le début du scandale des violences dans le périscolaire parisien. Il a toujours nié les faits, évoquant de simples remarques maladroites. Après plus de 5 heures d'audience à huis clos, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis à son encontre. Le jugement est attendu cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Depuis le 1er janvier, 132 animateurs de la ville ont été suspendus, dont 52 pour des soupçons de violences sexuelles ou sexistes. Cet animateur connaîtra donc son sort cet après-midi. Célia Barotte, vous êtes en duplex du tribunal de Paris. Et je le disais, Célia, si les réquisitions sont suivies, cet homme soupçonné de s'en être pris à 9 petites filles ne passera pas une nuit derrière les barreaux. Non, puisque le ministère public avait requis à son encontre une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Alors le procureur avait tout de même demandé que la peine de sursis soit probatoire, c'est-à-dire qu'elle soit conditionnée au respect de l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, de paraître à nouveau dans l'école où il travaillait, d'exercer une activité avec des mineurs, ainsi que l'obligation de soins et d'indemnisation, mais pas de peine de prison ferme, pas de peine non plus de mandat de dépôt, c'est-à-dire pas de détention pour cet homme qui donc va connaître son jugement à partir de 13h30. Vous le voyez derrière moi, un important dispositif aussi de sécurité est prévu pour suivre ce jugement, puisque on s'attend à une couverture médiatique importante, avec également la présence de nombreux collectifs. Je pense à SOS Périscolaire qui avait expliqué que ces réquisitions, c'était un signal très faible et qu'il fallait une peine, une condamnation qui montre l'exemple pour notamment les nombreuses procédures à venir, puisqu'il y a d'autres procès qui se sont déroulés, d'autres jugements qui sont attendus. Et donc cet homme de 47 ans qui faisait des remarques à ses mineurs, qui a donc été jugé pour harcèlement sexuel pour l'ensemble des victimes, c'est-à-dire 9 mineurs, 9 élèves de CM2, et pour agression sexuelle sur 3 d'entre elles. Et donc nous allons connaître ce jugement à partir de 13h30. Reste à savoir si les magistrats vont montrer l'exemple avec une peine assez ferme, avec une peine dissuasive pour lutter contre ce drame, contre ce fléau des violences sexistes, des violences sexuelles dans le milieu du périscolaire. Merci beaucoup Célia Barotte en duplex du tribunal de Paris. Effectivement, dans un contexte d'affaires post-affaire Liana, où on a vu ce qui s'était passé avec Jérôme Barella, Julien Audoul, qui était un pédocriminel multirécidiviste à qui on n'a jamais barré la route jusqu'au meurtre de Liana, alors qu'il avait violé Rosa une dizaine de fois, et que nos équipes qui étaient sur place nous ont dit que le nombre de victimes de Jérôme Barella était beaucoup plus important que le nombre de plaintes, évidemment, et la parole va sans doute se délier. Mais si, cet après-midi, ce pédocriminel présumé, qui s'en est pris à 9 fillettes, harcèlement, agression sexuelle, ne part pas en prison et ne passe pas une nuit en prison, et que les réquisitions sont suivies, 18 mois de prison avec sursis, est-ce que ça sera un scandale ? Oui, mais ça l'est déjà. Compte tenu de l'émotion, compte tenu de ce système qui a été mis en lumière, un système où on agresse sexuellement nos enfants, un système où on laisse nos enfants entre les mains de criminels qui vont les harceler sexuellement, qui vont les agresser sexuellement. Parce que c'est de ça dont on parle. Si la justice ne frappe pas de manière implacable avec une peine de prison ferme, c'est-à-dire pour mettre hors d'état de nuire ce criminel présumé, ça voudra dire que notre État, notre justice, se fout totalement des violences contre les enfants et va laisser ce système se maintenir et se perpétuer. Et c'est ça la question. Parce que il faut vraiment dire ce que ça renvoie. Une peine de sursis, de prison avec sursis,
c'est un permis de récidiver. Ça veut dire c'est open bar. C'est un permis de récidiver. C'est open bar. C'est-à-dire c'est une épée de Damoclès virtuelle qui va inciter cette personne. Bien sûr. Et encore une fois, je fais confiance, je veux faire confiance aux juges qui vont trancher cette question, mais qui va laisser la possibilité à ce monstre de continuer à agresser sexuellement nos enfants. Mais il faut à un moment donné, ça veut dire lui mettre un coup d'arrêt. Agresser nos enfants, harceler-les, des enfants de 3 à 5 ans parfois, il n'y a pas de conséquences. C'est 18 mois de prison avec sursis, c'est 1 an de bracelet électronique. C'est pas cher payé d'être pédocriminel dans ce pays. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est quand on compare avec d'autres affaires, beaucoup moins graves, où la sécurité de nos enfants n'est pas mise en jeu, où il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique, on observe des peines, mais d'un niveau beaucoup plus important. Honnêtement, si je vis dans un pays qui condamne un ancien président de la République à 7 ans de prison et qui condamne à 18 mois de prison avec sursis un pédocriminel, ça me pose un problème de vivre dans ce pays-là. Marine Le Pen était condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Et c'est exactement ça qui se passe. Hélène, je sais que ce dossier vous met très en colère et l'absence de réponse judiciaire encore plus. Oui, évidemment, surtout qu'en plus, quand on regarde la loi, elle est écrite de telle manière, en fait, qu'une personne pareille, il pourrait encourir 10 ans. Et c'est en ça où je dis que les magistrats, c'est extrêmement grave qu'ils n'expliquent jamais leurs décisions. C'est très grave que ces réquisitions-là, les 18 mois de prison avec sursis, n'aient pas été justifiées aux Français. On verra évidemment ce qu'ils décident cet après-midi. J'espère que la peine sera exemplaire, on ne peut que le souhaiter. Moi, dans Généralement, les réquisitions ne sont pas suivies, c'est plus faible. Hein. Oui. Généralement, c'est toujours plus faible, le jugement par rapport aux réquisitions. C'est tout à fait vrai. Maintenant, l'affaire Liana n'avait pas encore éclaté lorsqu'il y avait eu les réquisitions. Je ne sais pas à quel point ça pourrait influer sur la décision des magistrats, mais je vais vous dire, en fait, au point où on en est, en fait, il ne faudrait pas, mais en fait, au point où on en est, franchement, j'espère que ça va influer de manière extrêmement violente, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette personne soit mise hors d'état de nuire pour le plus longtemps possible. Maintenant aussi, il y a une autre chose aussi qui, moi, me pose un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un principe de confusion des peines qui existe, et donc, en fait, que vous violez un enfant ou 50, vous allez prendre la peine la plus grave, et en fait, on n'est pas aux États-Unis, en fait. Pour un enfant, exactement. Et vous n'êtes pas comme aux États-Unis où vous pouvez avoir cumulez pas. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous voulez 50 enfants, on cumule les peines sur les 50 enfants et à la fin, vous terminez avec 350 ans de prison. Là, si vous violez 50 enfants, c'est celui pour lequel vous aurez pris la plus lourde peine qui s'appliquera. Absolument. Voilà. Et ça, j'estime, pardonnez-moi, mais c'est aussi un problème, absolument. D'autant plus qu'il faut voir qu'il y a certaines personnes qui ont été déplacées. Donc, évidemment, qui ont commis des atrocités dans une école et puis des atrocités dans une autre, etc. Donc, il y a tellement de problèmes dans les problèmes. Et mon dernier point, et c'est quelque chose qu'il faudra, à mon sens, toujours dénoncer, c'est l'hypocrisie de la gauche, l'hypocrisie de la mairie parisienne. On se rappelle de la réaction d'Anne Hidalgo avec un cynisme, avec une désinvolture en 2015, quand le maire du 6e arrondissement lui pointe justement les débuts de ces problèmes-là. Et je vais vous dire, cette désinvolture, ce cynisme, il continue. Est-ce que vous êtes tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux de cette adjointe à la mairie de Paris? Elle s'appelle Gabrielle Siri-Wari. Elle était reçue par Maxime Switek sur une chaîne concurrente. Et il y a un moment donné, c'était justement une émission spéciale sur l'affaire Liana. Et Maxime Switek commence à insinuer qu'il va parler du périscolaire à Paris, parce qu'il y a un moment donné, je veux dire, les adjoints, ils sont aussi concernés par ça. Et elle le regarde et elle lui dit « Ah, vous allez me sortir ». Et en fait, elle lui coupe la parole, il lui dit « Quoi, le périscolaire ? Bah ouais, je vais vous sortir le périscolaire ». Enfin, je veux dire, cette séquence, j'invite tout le monde à la trouver, elle est lunaire. Donc en fait, ce cynisme, cette désinvolture, cette espèce de « mais c'est pas de notre faute », etc., ça continue de minimiser les faits sur le périscolaire. On a interrogé une maman qui raconte son combat après les agressions sexuelles subies par sa fille au périscolaire. Un témoignage bouleversant sur les failles d'un système et sur le poids du silence. Le récit de Sarah Fenzari. Et si le pire n'était pas seulement le prédateur sexuel, mais le silence autour de lui. Une animatrice m'interpelle à la sortie de l'école. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un animateur qui a déjà mordu l'oreille d'une petite fille ? Oui. Votre fille est victime de ce monsieur. Sa fille, alors âgée de 9 ans, change subitement de comportement. Je sentais en fait au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je n'arrivais pas à poser des explications. Au fil des procédures, elle découvre que certains agissements de l'animateur étaient connus de tous. J'apprends dans le cadre de la consultation de la procédure que c'est un comportement qu'il a avec les petites filles depuis des années. Pardon, des années que ça dure ? 20 ans exactement. 20 ans d'impunité et d'agressions qui ont bouleversé la vie et l'avenir de ces petites filles. Ce qui a fait du dégât dans ma famille, c'est les faits de violences sexuelles commises sur ma fille. Mais ce qui a fait du dégât aussi, c'est cette inaction en fait. Aujourd'hui, elle demande la mise en place de protocoles plus stricts dans les écoles et dans les structures périscolaires.
Quand il se passe un fait, un incident, une révélation, le parent doit être immédiatement au courant. On forme une équipe en fait avec l'Éducation nationale. Son livre s'appelle L'effet témoin. C'est l'histoire d'une animatrice de garderie qui remarque un comportement anormal d'un collègue de travail à l'égard d'une enfant. Elle en parle à une collègue, puis à sa supérieure qui en parle elle aussi à qui de droit en mairie. Et, comme un coup près, tout retombe dans le silence. Un titre qui résonne comme une mise en garde, car lorsqu'un enfant parle ou lorsqu'un adulte voit, le silence, lui, n'est jamais neutre. Ça se passait donc dans le nord, du côté de Lille. Et écoutez donc, le secrétaire général de la Civise qui a rappelé un chiffre, mais hallucinant. Un enfant est violé ou agressé toutes les 3 secondes dans ce pays. Écoutez-le. En tant que défenseur des enfants, je suis forcément insatisfait, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on retarde, je rappelle le chiffre, un enfant est violé, agressé toutes les 3 secondes. Donc c'est quand même particulièrement interpellant. Et vous en avez, n'oubliez pas, vous avez dans votre classe, vous avez 3 enfants dans une classe. Donc à chaque fois qu'on attend, là, on a un certain nombre d'enfants qui ont été violés, qui ont été agressés sexuellement. Moi, il me semblait que c'était toutes les 3 minutes. Il a peut-être fait une erreur, mais c'est déjà, de toute façon, c'est un chiffre hallucinant. Toutes les 3 secondes ou toutes les 3 minutes, c'est un nombre d'enfants imaginés. Rien que le temps qu'on vient de passer ensemble, combien d'enfants ont été agressés depuis 11 heures? Ça compte l'inceste, l'inceste, ça compte les agressions sexuelles, les viols, le harcèlement sexuel sur les enfants, ça compte tout ça. Michel, si on imagine ce soir, et on en parlera évidemment dans 100% politique, peu importe la décision, se retrouver ce soir avec un homme qui s'en est pris donc à 9 fillettes et qui n'irait pas en prison. Pour moi, le contrat avec l'État est rompu dans ce cas-là. Parce qu'en fait, l'État, on a un contrat en tant que citoyen avec l'État, comme quoi l'État est censé justement nous protéger, nous assurer la sécurité, mettre en dehors les personnes qui nous nuisent ou nuisent à nos enfants et nuisent à nos personnes âgées, etc., les personnes les plus vulnérables. Donc à partir du moment où l'État n'est plus en mesure d'assumer sa part du contrat, il y a des gens qui vont penser à faire justice par eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, le nombre de vidéos et de messages avec des gens qui disent si quelqu'un touche à mon enfant, je serai le dernier visage que l'agresseur verra. Vous voyez, ça va en boucle sur tous les réseaux sociaux. Donc l'État doit reprendre les choses en main pour vraiment protéger les citoyens en mettant vraiment hors d'état de nuire les agresseurs d'enfants, les agresseurs de personnes âgées, faire respecter les valeurs. Avant, on parlait même des églises et tout, mais pourquoi est-ce que c'est un Roumain? Pourquoi en Roumanie, il n'y a pas d'agression dans les églises? Pourquoi en Roumanie, il n'y a pas d'agression des vieilles dames? Pourquoi est-ce qu'en France, il se le permet? Donc il faut restaurer aussi les valeurs, il faut s'imposer, il faut que l'État s'impose en termes de valeurs, en termes de lois, en termes de civilisation, et c'est urgent. Driss Ghali, imaginez 2 secondes, ce soir, cet homme qui s'en est pris à 9 fillettes ne dort pas en prison. C'est une baffe, pour pas dire ce que je pense vraiment, fait à tous les Français. Tout simplement. Vous avez une justice qui a non seulement le dos tourné à la France, elle croit qu'elle fait bien son boulot en tournant le dos aux victimes. Comme si le peuple avait mauvaise haleine. Il fallait regarder vers l'Olympe des idées, l'état de droit. Et vous avez une justice qui ne sait plus quoi faire pour dire non, pour pas dire autre chose, au pouvoir politique qui lui dit « S'il vous plaît, faites attention, nous sommes en climat pré-révolutionnaire, les gens en ont marre, le contrat social est cassé, faites votre job. » Parce que là, ils font tout à rebours du sens commun. Alors je dis « ils », bien sûr, je généralise, mais quand même, vous avez un esprit de corps qui est incroyable. On est revenu comme avant la Révolution française, vous avez une aristocratie qui fait ce qu'elle veut et elle est dans l'impunité. C'était ça les nobles. Pourquoi les Français se sont soulevés avec tous les excès qu'il y a eu? Parce qu'il y avait des nobles qui faisaient ce qu'ils voulaient et qui étaient au-dessus des lois. Et une église aussi, et qui était surpayée. Là, vous avez une nouvelle aristocratie qui porte la robe, qui a fait Bac+10 et qui nous dit que nous, on ne pense pas bien. Et Montesquieu, il avait dit la séparation des pouvoirs, mais il n'a pas prévu qu'un des pouvoirs allait devenir soit dingue, soit corporatiste. Parce que la séparation des pouvoirs, c'est magnifique sur le papier. Mais quand un pouvoir fait une sortie de route comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est un problème démocratique très profond. Alors, je veux qu'on écoute Emmanuel Macron hier, qui a été interrogé au journal de 13h sur l'affaire Liana. Et vous allez voir, moi j'ai trouvé honteux la manière de réagir du président de la République. Alors déjà, la semaine dernière, qui disait il ne faut pas de cris et il ne faut pas de démagogie. Alors, excusez-moi, on a le droit de pousser des cris quand des grands-mères sont égorgées ou agressées dans les églises et des petites filles violées ou tuées. Et on a le droit de faire de la démagogie. Enfin, c'est même pas de faire de la démagogie. Dire que la justice a fait n'importe quoi, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. Voilà. Si c'est ça, faire de la démagogie, faisons de la démagogie. Dire si la justice est incapable d'envoyer ce soir un pédocriminel derrière les barreaux, c'est une honte. Et qu'est-ce qu'il dirait si ça le concernait? C'est la question qu'on se pose. Visiblement, il a du mal à se transposer, en tout cas. Il a du mal à s'imaginer. Il a du mal à avoir de l'empathie. Et à avoir de l'empathie. Et donc, écoutez Emmanuel Macron, et vous allez voir comment il se sert du drame de la famille pour ne pas répondre sur le fond. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Il faut déjà le respect, la considération, l'affection pour la famille. Ensuite, permettre à la justice de faire son travail sur ce qui s'est passé. Et attendons. Troisième chose, avoir la vérité des faits lundi prochain. Et sur cette base-là, on pourra voir aussi avec toutes les associations qui sont engagées, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour protéger nos enfants, qu'est-ce qui n'est pas encore assez fort, qu'est-ce qui n'est pas encore assez radical, où est-ce qu'on doit développer des unités d'écoute dans nos hôpitaux pour que ça marche encore mieux, des salles Mélanie dans nos commissariats, nos gendarmeries, où est-ce qu'il manque peut-être des moyens là ou là. Et toutes ces questions seront tranchées donc mais il faut le faire avec méthode, c'est ce qu'on doit aussi à la fois aux victimes, aux parents, aux familles et à tous ceux qui y concourent. Parce que, vous savez, nos policiers, nos gendarmes, nos services enquêteurs, nos magistrats, chaque jour, ils se battent aux côtés des associations pour qu'on éradique ces violences. Que ça marche encore mieux. Il ose dire cette phrase pour que ça marche encore mieux, alors que rien n'a fonctionné et que Liana est morte. Et vous avez vu, c'est à chaque fois pareil. C'est le temps du deuil, donc il ne faut surtout pas répondre sur le fond pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres. Et évidemment, après, ils espèrent qu'on en parlera d'autres choses, donc on ne viendra plus me demander des comptes jusqu'à la prochaine victime. Parce qu'évidemment, si on lui demande des comptes, Philippine et Lola, c'est les OQTF qui auraient dû être expulsés. Elias, c'est la césure qui est en cause. Tiens, une réforme portée par Nicole Belloubet et donc Éric Dupond-Moretti, qui étaient les gardes des Sceaux respectivement d'Emmanuel Macron. Et Liana, ça se passe aussi sous Emmanuel Macron, où on est incapable de mettre un stop à un parcours d'un multirécidiviste pédocriminel. Oui, ça va entacher de façon indélébile ces deux quinquennats, parce que pardonnez-moi, on n'est pas dans le temps du deuil, on est dans le temps de l'enquête et du procès. Et quand on voit ce qui se passe avec le périscolaire, on peut avoir des doutes sur l'issue du procès en permanence. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a quand même une capacité immense à ce que dès qu'il y a une chose positive dans le pays, par exemple, un chef d'entreprise qui choisit d'investir pour construire une usine, il dit c'est moi qui ai fait l'usine. C'est-à-dire qu'il va tout revendiquer. C'est le meilleur entrepreneur de France. Lorsqu'il y a, vous savez, Choose France à Versailles, où il y a les ensembles des plus grandes tech américaines qui viennent, on a l'impression que c'est Emmanuel Macron qui a créé Anthropic, qui a créé Google. C'est lui qui a tout fait. En revanche, dès qu'il y a un problème pour lequel il est véritablement responsable, et le cloud, pour lequel il est véritablement responsable, c'est-à-dire qu'il est là depuis 9 ans. Parce que, excusez-moi, mais Nicolas Sarkozy, il a des défauts, mais il a passé 5 ans. François Hollande, il a des défauts, mais il a passé 5 ans. C'est-à-dire que Jacques Chirac, il y a eu au milieu, il n'a pas fait grand-chose, mais Emmanuel Macron, il avait la possibilité sur 2 quinquennats véritablement d'aller au bout. Moi, je veux entendre celui qui, au bout de 2 ans, n'a pas de résultat et dit « Attendez, vous êtes des démagos, laissez-moi du temps ». Mais là, il a eu du temps, il y a eu un nombre incommensurable de premiers ministres, de changements de ministre de la Justice, mais parce qu'il n'en a rien à faire depuis le début. Et il a été directeur de cabinet de François Hollande. Ah bah oui, lui, il date depuis 2012. Secrétaire général adjoint et ministre de l'économie. Oui, Julien Audoul. Oui, l'indécence crasse qui caractérise Emmanuel Macron, elle se révèle avec cette déclaration. On a l'impression qu'il récite une procédure McKinsey. Petit 1, petit A, petit B, dans l'ordre. Et là, on parle de la mort d'une petite fille. On parle de l'émotion d'une famille. Emmanuel Macron est un robot qui n'a jamais été dans l'empathie pour les Français. Il n'a aucune empathie pour les souffrances qu'il a lui-même générées avec une politique qui a mis en insécurité notre peuple. Et j'aimerais agir sur ce qui a été dit par Michel, qui était très juste, les ruptures du contrat républicain, que l'on observe tous les jours. Le contrat républicain, c'est la poursuite du système féodal. Le système féodal, c'était quoi? Les serfs travaillent pour les seigneurs. En contrepartie, les seigneurs doivent protéger les serfs. Aujourd'hui, on travaille toujours. On paye énormément d'impôts pour tout. En retour, on n'a plus la sécurité. Et quand les élites ne protègent plus le peuple, attention. On va se retrouver dans un instant. Vous le savez que donc la France entre en compétition ce soir face au Sénégal, direction la Coupe du Monde aux États-Unis notamment. Et on va se poser la question, est-ce qu'on va vivre une compétition apaisée alors que plusieurs villes françaises mettent en place un couvre-feu et qu'il y a déjà eu des tensions à New York, même des rixes entre supporters argentins et supporters algériens. Et puis on parlera de Xavier Bertrand qui a dit qu'il ne faisait pas bon être musulman dans ce pays.
pays et puis de la rencontre Emmanuel Macron-Donald Trump, puisque Michel Fayad, ça fait quand même 1h30 qu'il est là et il venait au départ pour ce sujet. À tout de suite. De retour dans 100% Frontières, dans un instant, on va se poser la question, cette Coupe du Monde va-t-elle correctement se passer en France ? 2 villes, Toulouse et Clermont-Ferrand, ont décidé de mettre en place des couvre-feux pour les mineurs de moins de 16 ans pour les matchs dits sensibles. On vous montrera la liste des matchs jugés sensibles par ces villes, mais par les autorités. Et puis, les casseurs vont-ils passer à la caisse ? C'est une nouvelle fois la promesse du gouvernement. Alors, le gouvernement, il dit « tu casses, tu répares ». Eux, c'est « tu parles, tu promets » et il se passe rien ensuite. Journal de Somaya. Donald Trump estime que la Russie devrait conclure un accord avec l'Ukraine, soulignant que Moscou et Kiev avaient perdu un nombre phénoménal de personnes après plus de 4 ans de guerre. Déclaration du président américain après une réunion avec Volodymyr Zelensky à Évian au G7. Bonne nouvelle à quelques semaines des grandes vacances. Après avoir reçu les distributeurs à Bercy ce matin, Roland Lescure confiant quant à une baisse des prix à la pompe. L'accord annoncé par Washington doit être le signal de la relance, a-t-il déclaré, ajoutant que les aides à destination des grands rouleurs sont bel et bien maintenues et qu'elles arriveront dès demain. Et puis les députés devraient entériner dès cet après-midi l'allongement de la durée de rétention d'étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux. Une mesure critiquée à gauche mais soutenue à droite comme au centre et voulue en réponse au meurtre de la jeune Philippine en 2024. Merci beaucoup Somaya. Cette compétition sportive va-t-elle correctement se dérouler ? Vous savez que la France entre en compétition ce soir face au Sénégal. Et il y a plusieurs villes qui ont fait le choix de mettre en place un couvre-feu. C'est le cas notamment donc, de Toulouse et de Clermont-Ferrand. Le couvre-feu sera ainsi en vigueur les nuits de match de l'équipe de France, de Brésil-Maroc, d'Écosse-Maroc, de Maroc-Haïti et de Tunisie-Pays-Bas. Le maire de Toulouse a justifié son initiative par les débordements et dégradations survenus à Toulouse à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Éric Tegner, est-ce que ça va bien se passer ce soir et pour les matchs à suivre qui ne concernent pas forcément l'équipe de France? On n'est pas certain. Et c'est intéressant de souligner le cas de Toulouse parce qu'il est révélateur. Pourquoi ? Parce qu'après la finale de la Ligue des Champions qui s'est mal passée, on a eu une certaine presse, je pense à Quotidien, qui a essayé de dégrainer certains prénoms des personnes à arrêter pour dire vous avez vu, CNews avait tort, c'est pas uniquement des gens d'origine immigrée. Mais ils oubliaient. On n'a jamais dit ça d'ailleurs. Ils oubliaient. Attendez, pause. On n'a jamais dit que ce n'était que des gens d'origine. Ah non, j'ai pas dit que des gens, immigrés. bien sûr. On n'a jamais dit ça sur CNews. Donc, on a dit qu'il y avait 3 profils, des gens issus de l'immigration, effectivement, des Français issus de l'immigration, des étrangers, parce qu'il y avait cet Algérien qui n'avait rien à faire en France et qui avait été arrêté, et des Français, profil Antifa, des Français qui n'étaient pas issus de l'immigration, donc Hugues, profil Antifa. Donc voilà, les 3 catégories, Français issus de l'immigration, Français Antifa et étrangers. Voilà ce qui a été dit sur CNews. Et on l'a tellement dit que notre journaliste Garen Chtouroukian a lui-même expliqué qu'il a été agressé par près d'une dizaine d'Antifa qui étaient cagoulés à ce moment-là au Trocadéro. Il s'avère que Quotidien n'a évidemment pas mentionné que le Hugues en question était un Antifa. Pourquoi j'en parle ? Parce que Toulouse, c'est le cas. Toulouse, on a une société, c'est un bastion qui est antifa. Et la ville a failli basculer à LFI. Il y a l'alliance d'une certaine façon entre l'ultra-gauche et certains quartiers chauds, et c'est ce que redoute aujourd'hui le maire de Toulouse. Jules Torres, est-ce qu'on peut craindre des violences pendant cette Coupe du Monde qui démarre ce soir pour la France ? Oui, moi j'ai par contre aucune crainte sur le fait que les supporters français célébreront dans le calme et dans la joie les victoires, si victoire il y a, de l'équipe de France. Moi, ma crainte, c'est que des supporters d'équipes étrangères viennent mettre le boucan, que ce soit à Times Square comme on l'a déjà vu, ou même en France, dans un certain nombre de villes, puisqu'on a vu que le supporterisme aujourd'hui, c'est pas tout à fait la question. Aujourd'hui, vous avez des pseudo-supporters de foot qui décident, quand il y a un match, que ce soit une victoire ou une défaite, d'utiliser la liesse, d'utiliser la victoire pour justifier leur culture de la violence et leur culture de l'affrontement. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est la Direction nationale de la sécurité publique qui dit attention au match de l'Algérie, il peut potentiellement y avoir des débordements, attention au match de la Tunisie, attention au match du Maroc, attention au match du Sénégal, attention au match de la Turquie, attention au match de l'Iran et même attention au match du Portugal. Donc je doute qu'il y ait de grandes manifestations violentes avec beaucoup de drapeaux français. En revanche, avec des drapeaux étrangers, ça ne m'étonnerait pas. Alors, vous parliez de la séquence à Times Square. Effectivement, à la veille du match Argentine-Algérie, il y a eu une rixe entre supporters. Donc, rixe, c'est le terme utilisé par nos confrères de RMC, je tiens à le dire, donc, qui sont des journalistes sportifs qui suivent le mondial. Vous voyez cette séquence donc, à New York. On va la voir, la séquence donc, entre supporters argentins et supporters algériens. Les 2 équipes doivent s'affronter. Et donc, il y a eu cette scène de rixe. On la voit. Allons-y. On la voit.
Elle arrive. Et la lumière. Elle arrive, la séquence, attention, on va la voir. Là, voilà. Voilà, donc scène de rixe en plein New York entre supporters algériens et supporters donc argentins. Et dans un instant, je vais vous la montrer, séquence avec les Français, ça s'est bien passé au même endroit à New York. Julien Audoul. Oui, alors la grande différence avec ce qu'on a vécu après la finale de la Ligue des Champions et peut-être ce qu'on va vivre après différents matchs de la Coupe du Monde, c'est que là, c'est un affrontement entre supporters. Il n'y a pas de dévastation. Il n'y a pas d'attaque de boutiques, il n'y a pas de tir de mortier contre les forces de l'ordre, parce qu'on est aux États-Unis. Et aux États-Unis, je ne suis pas sûr que les forces de l'ordre aient les injonctions et les ordres de M. Nunez pour que ça se passe globalement bien, parce que là, la réponse sera totalement différente. Et je pense qu'ils le savent. Donc c'est la grande différence. Effectivement, nous, on a un problème de maintien de l'ordre, on a un problème de répression qui n'existe pas, on a un problème de dissuasion judiciaire qui n'existe pas également. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a de pseudo-supporters français qui sont quelquefois de vrais racailles et qui sont quelquefois des supporters de l'anti-France, qui vont profiter peut-être des matchs de l'équipe de France pour faire de la provocation, pour affirmer une identité communautaire d'un pays que, pour la plupart, ils ne connaissent très peu. Ils connaissent très peu le Maroc ou l'Algérie parce qu'ils n'y sont pas nés, parce qu'ils y vont très rarement, que quand ils y vont, ils sont forcés de bien s'y tenir parce que là, la police, très clairement, elle se fait respecter. Donc on va avoir ce risque-là, effectivement, avec les débordements de milices d'extrême gauche qui sont toujours soutenus par LFI. Parce que s'il y a des problèmes pour LFI, c'est à cause de la police. C'est la police qui empêche les gentils supporters de finalement célébrer leur liesse. Donc ça va être toujours évidemment cette instrumentalisation de l'extrême gauche qui va, d'une manière ou d'une autre, porter des coups sur la police. Et vous disiez, Jules Torres, je ne crains pas pour le comportement des supporters français. Donc vous voyez justement le même endroit, autre ambiance, les supporters français, donc avant ce match France-Sénégal. Voilà, et là, ça se passe effectivement. Allez, les Bleus, c'est Éric Tegner disait en regardant ces images, c'est l'ambiance du canon français. Oui, donc on va peut-être les interdire. Qui déplaît tant, justement, à l'extrême gauche. Mais effectivement, ça illustrait parfaitement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les supporters français, quand ils supportent la France, ça se passe bien. Oui, et pour le coup, je crois qu'il y a 5000 supporters français qui ont décidé de faire le voyage aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour les matchs des Bleus. Et là, en plus, c'est à New York, hein, France-Sénégal. Absolument, et là, c'est à New York, c'est au MetLife. C'est vrai que c'est toujours les mêmes. C'est ceux qu'on voit au Stade de France, c'est ceux qu'on voit au Stade Pierre-Mauroy quand il y a des matchs, ou à la Beaujoire quand il y a des matchs des Bleus, ou même au Stade Vélodrome. Donc c'est des fidèles. Ça, ce sont de vrais supporters. Ce sont des personnes qui ne sont pas venues pour casser, qui ne sont pas venues pour violenter, qui ne sont pas venues pour piller, mais pour encourager une équipe, l'encourager dans la victoire ou dans la défaite. Je n'associe absolument pas ces gens-là aux autres 10 supporters qui, plutôt que de venir célébrer la défaite ou pleurer la victoire, eh bien viennent tout casser, viennent tout piller. Voilà. Là, il n'y a pas eu de scène de rixe, contrairement donc aux supporters argentins et algériens. Alors, il y a d'autres supporters, direction le Japon. Le Japon, ils ont fait match nul face aux Pays-Bas. Ils étaient sur le trottoir, ils ont attendu que le feu soit vert pour les piétons, pour aller au milieu de la route. Donc le feu était rouge pour les voitures, donc ils étaient sûrs qu'ils ne croiseraient aucune voiture. Et vous allez entendre le petit coup de sifflet des policiers au moment où le feu devient rouge pour les piétons et vert pour les voitures. Et tout le monde retourne sur le trottoir. Écoutez ça. Il arrive. Et voilà le coup de sifflet des policiers. Hop, et tout le monde retourne sur le trottoir. Et je le dis à Benjamin Olivier, on peut enchaîner avec l'image aussi vue du ciel, puisque c'est encore plus impressionnant. On voit évidemment la scène et le civisme des Japonais. Driss Ghali, effectivement, ça fait rêver. On aimerait bien qu'on ait les mêmes scènes à Paris après un match et une victoire du Paris Saint-Germain, où on fête, hop, on attend que le feu soit vert pour les piétons, et hop, on revient sur le trottoir dès que le feu passe au rouge pour les piétons. On n'a pas fait le Japon en une nuit. Hein. D'ailleurs, je reviens vers Fernand Braudel, grand sociologue français.
de gauche qui a écrit un livre qui s'appelle La grammaire des civilisations, qui a été une commande du ministère de l'Éducation nationale pour qu'il soit au programme du bac. La commande n'a pas été tenue, mais lui, il a fait le bouquin. Il raconte comment on a fait le Japon. Ils ont mis des siècles pour discipliner le japonais, en faire cet homme et cette femme ultra disciplinés qui nous impressionnent aujourd'hui. Je mets le pied dans le plat. Chaque pays prépare l'homme et la femme dont il a besoin. Pays surpeuplés, les uns sur les autres, il faut des gens très disciplinés pour vivre en autarcie, être très solidaires et vivre dans la confiance. Le Maghreb, que je connais un peu parce que je suis marocain, nous avons fabriqué l'homme et la femme dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas surpeuplés et nous avons vécu en mode tribal avec beaucoup de guerres tribales. Donc nous n'avons pas eu besoin de désarmer l'homme et la femme et de le rendre l'esclave de l'État. Parce que nous n'avons pas eu d'État. Le Maroc, on nous parle de la monarchie marocaine, évidemment, mais elle n'a pas contrôlé le pays sur 2000 ans. Elle a contrôlé le pays par intermittence. Quand les Français sont arrivés en 1912, le roi contrôlait à peine Fès, et encore, pas tous les quartiers. Donc le Marocain, il a dû rester, j'exagère, je ne parle pas de l'Algérien, j'ai assez d'ennemis comme ça, il a dû rester dans son jus tribal, parce que sinon il mourrait, il n'y avait pas la police au Maroc. Au Japon, Brodel le dit très bien, il y a eu les samouraïs et l'Empire, ils ont dit aux Japonais, tu te défends plus toi-même, c'est moi qui ai la violence. Donc ce que je veux dire par là, vous voyez 2000 ans d'évolution. Donc quand vous avez des supporters, je redis, parce que je sais connaître les réseaux sociaux, marocains, algériens, tunisiens, certains, pas tous, qui se comportent mal, différemment des Japonais, il faut comprendre d'où ça vient. Surtout, les scènes, effectivement, avec les supporters qui se comportent mal, elles ne se passent jamais au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Elles se passent en France, qui est un pays qui a décidé de ne pas répondre à la délinquance. Non, et surtout, merci beaucoup, c'est un pays qui a décidé de ne plus comprendre la nature humaine. Parce que le Maroc sait gérer le Marocain. L'Algérie sait gérer l'Algérien. Ces peuples évoluent, les identités ne sont pas figées, mais ils évoluent. Oui, mais la France n'est pas gérée le français. La France a importé le monde entier chez elle et elle refuse de le gérer. Et quand on veut le gérer, on nous dit vous êtes raciste, fasciste, vous avez rien compris. Et là, j'ai une liste comme ça des ignorants de la nature humaine, de droite et de gauche, qui nous ont mis là où on est aujourd'hui. Parce que, un dernier point, on arrive à créer chez des Marocains de France, je pense à la même chose des Algériens tunisiens, mais je m'occupe des miens, comme dirait le grand roi Hassan II, qui se comportent pire en France qu'au Maroc. Moi, en tant que franco-marocain, ça me fait mal, parce que je me dis, nous sommes devenus une terre d'ensauvagement, parce que nous ne voulons pas comprendre comment la nature humaine, nous avons tellement d'énarques partout, de Bac+5, de Mozart de la finance, ils devraient étudier quelques bouquins de nature humaine écrits par des Français. Parce que là, ils vont vraiment comprendre ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Là, on se plante parce qu'on a les yeux fermés. Alors, je vais vous montrer l'image d'un vestiaire. C'est le vestiaire des Japonais. Quand ils ont quitté les lieux après le match face aux Pays-Bas, ils ont laissé le vestiaire absolument nickel. C'est-à-dire que les maillots étaient pliés, les packs d'eau les uns sur les autres. Donc, absolument exceptionnel. Alors, les gouvernements va-t-il faire enfin payer les casseurs? C'est la promesse. Hein. Bon, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité. On t'apprend à la respecter. T'es au gouvernement, tu parles, tu promets. Il se passe rien ensuite. Les détails, Anaïs Baucher. Faire assumer directement aux auteurs le coût des dégradations commises dans l'espace public, c'est la décision annoncée hier matin sur X par Sébastien Lecornu, après les débordements violents qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des Champions. Dans un contexte où nos finances publiques sont fortement dégradées et où chaque euro d'argent public doit être utilisé avec responsabilité, il n'est plus acceptable que la collectivité supporte le coût des destructions commises par quelques-uns. Un projet de loi qui s'articule autour de deux mesures. Prévoir une responsabilité élargie et solidaire des personnes qui se trouvent dans un attroupement au cours duquel des violences ou des dégradations sont commises. La deuxième, mieux recouvrir le paiement des dégâts qui pèsent trop sur la collectivité nationale. L'objectif de cette réparation est aussi éducatif. Une contribution de chacun pourra être adaptée selon ses moyens financiers. Les prestations sociales pourraient également être saisies sous réserve du reste à vivre. Si vous êtes assujetti aux aides sociales, alors ces aides sociales doivent pouvoir contribuer évidemment au remboursement et au dédommagement de la société. Ce n'est pas aux Français qui ont déjà du mal à terminer les fins de mois et qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ne causent aucun trouble de payer pour une minorité qui casse et qui dérange la société les soirs de match. De son côté, Gabriel Attal, qui avait présenté une loi similaire après les émeutes en 2023, a salué cette proposition, affirmant que son groupe la soutiendrait à l'Assemblée. Le Conseil d'État sera saisi dans les prochains jours. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres courant juillet. J'y crois même pas, Jules. Moi non plus. J'y crois même pas. Parce que le Conseil constitutionnel le censurera. Ils promettent ça à chaque fois, ils le font jamais. Et c'est nous qui payons. Bah, oui, d'abord, le Conseil constitutionnel, vous avez raison, mais même avant. Est-ce que ça va passer la navette parlementaire? Est-ce que ça va passer l'Assemblée nationale? Moi, je vois très bien, notamment, les députés de gauche menacer M. Lecornu de censure parce qu'ils ne veulent pas que les casseurs, les pillards, les violents et les racailles dans ce pays
payent ce qu'ils doivent à la société. Donc non, Oui, parce que ça mettra en difficulté leur famille. bien sûr, et leur électorat surtout. Mais c'est-à-dire Oui, pour les casseurs. c'est-à-dire que pour la France insoumise et pour cette gauche-là, c'est à l'État de tout payer, c'est aux collectivités territoriales. Donc à un moment donné, ça suffit. Mais en effet, vous avez raison. Moi, je n'y crois pas d'abord. Parce que on nous a promis 15 projets de loi spéciaux depuis le début de cette mandature en nous disant que tout allait changer. Rien n'a changé. La dernière chose, pardonnez-moi, qui avait été votée au Sénat, c'est une surprime émeute sur les assurances habitation de tous les Français. Donc, Sébastien Lecornu, c'est un politique assez malin. Donc il l'a pour l'instant fait retirer. Mais vous verrez qu'il y a des élections sénatoriales qui sont en septembre. Comment vous achetez le Sénat ? Eh bien, vous donnez de l'argent aux collectivités locales. Donc, vous verrez très bien qu'il n'y aura pas cette loi sur les casseurs. Et vous avez vu la petite nuance qui fait tout lorsqu'ils parlent de la suspension des allocations familiales. Ils disent sous condition du reste à vivre. En gros, ça n'arrivera jamais parce qu'ils vont toujours dire à un moment j'ai besoin d'argent. Moi, ce que j'aimerais dans ce pays, c'est que lorsqu'il y a, par exemple, une famille qui va aller caillasser, qui va aller finalement casser, eh bien, s'ils sont dans des logements sociaux, qu'ils se fassent expulser des logements sociaux. Et ce qui serait bien d'ailleurs, c'est de filmer l'expulsion des logements sociaux. Parce qu'à un moment, ce qui va être important quand même, c'est d'envoyer un message. Je pense que c'est d'abord cela qui va compter. C'est-à-dire que le jour où ils vont voir 2-3 familles qui vont être expulsées de logements sociaux, des gens qui vont dire en effet je suis dans la difficulté parce que vu que je n'ai pas éduqué mes enfants, vu que je les ai laissés sortir pour aller caillasser chez le voisin, eh bien finalement aujourd'hui je n'ai plus de reste à vivre. C'est comme ça que les gens ils vont se réveiller. C'est aussi simple que ça. Vous savez, l'homme, pour aller dans le sens de Driss Ghali, c'est un être rationnel. Et donc il va faire les calculs lui-même. Parce qu'il faut rappeler aussi que la destruction de cela, souvent, les abris de bus, c'est pas les riches qui prennent le bus. C'est les plus pauvres. Et c'est ceux qui ont un reste à vivre qui est de plus en plus difficile. Hélène. Oui, ça paraît très difficile de faire confiance quand même à ce gouvernement pour ce genre de choses. On nous a promis 150 fois les mêmes choses. En réalité, il ne se passe absolument rien. Moi, en revanche, on est à 1 an, maintenant un petit peu moins, de l'élection présidentielle. Mais je voulais savoir si quelqu'un avait des nouvelles d'Édouard Philippe. Parce que vous vous souvenez quand même, c'est-à-dire qu'Édouard Philippe, qui aujourd'hui quand même, et je veux dire... Le monsieur qui était Premier ministre. Oui, le monsieur qui était Premier ministre, oui. Après la finale de la Ligue des Champions, on a eu le droit à un beau silence radio. Il ne s'est à ce jour toujours pas exprimé sur ce qui s'est passé sur les violences. Donc si ça se passe mal pendant la Coupe du Monde, si quelqu'un peut me transmettre le contact d'Édouard Philippe, on lui demandera... Il prend de la hauteur. Alors là, ça se passe mal. Effectivement, ça se passe mal. En tout cas, si vous voulez que rien ne se passe, à mon avis, c'est le bon candidat. Voilà. Écoutez, N'Golo Kanté et Didier Deschamps, au moment donc qu'à quelques heures de la rencontre et du choc France-Sénégal ce soir, l'état d'esprit du joueur Kanté et du sélectionneur Deschamps. Le Sénégal est une équipe avec beaucoup de qualité, beaucoup d'atouts. Leur milieu, notamment, qui a très bien performé durant la dernière compétition. Mais ils ont aussi des joueurs offensifs, une défense, un équilibre. Je pense que le match se jouera avec beaucoup d'aspects. Et je pense qu'on a les atouts pour rivaliser contre le Sénégal. Ils ont un potentiel offensif qui est très important, un milieu de terrain qui fonctionne très très bien. L'aspect défensif aussi sur la dernière compétition avec la CAN a été très efficace, avec une grande densité athlétique. Quand vous faites partie des meilleures équipes, vous avez tout, donc on sait à quoi s'attendre. Bon, vive les Bleus, allez les Bleus, ça sera donc ce soir à 21h. Alors, il nous reste une trentaine de secondes et je sais qu'Éric Tegner et Julien Audoul voulaient réagir sur la phrase de Xavier Bertrand. C'est difficile de vivre en France quand on est musulman, c'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau, c'est difficile de vivre en France quand on ne porte pas un prénom du calendrier grégorien. Il avait ajouté aussi, c'est difficile de vivre en France quand on est de confession juive. Oui. Julien Audoul, est-ce un nouveau candidat pour la France insoumise, Xavier Bertrand? Alors Xavier Bertrand, c'est déjà un multirécidiviste. Et on a l'habitude, semaine après semaine, depuis des années, il ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît, Xavier Bertrand. Et très clairement, il faut lui dire, effectivement, comme vous l'avez fait, Gauthier, que le créneau est déjà pris. C'est Jean-Luc Mélenchon, ce candidat-là, de l'extrême gauche, de faire en sorte de vouloir attiser les Français les uns contre les autres, de vouloir agiter les tensions communautaires. C'est déjà Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même lui dire aussi que c'est un mensonge patenté. C'est une insulte au réel, parce que si c'était vraiment le cas, la France n'accueillerait pas chaque année 530 000 personnes, principalement originaires d'Afrique et du Maghreb. Si c'était le cas, vous n'auriez pas, encore une fois, des demandeurs d'asile qui souhaiteraient venir en France, s'il ne faisait pas bon vivre pour un Maghrébin ou pour un Noir. Et très clairement, la France, qui est d'une générosité totale avec les étrangers, que
que ce soit en termes d'accès au logement social. Il y a une surreprésentation des ressortissants algériens, notamment dans le logement social. L'aide médicale d'État, la palette de soins réservée aux clandestins. En fait, on a un modèle unique au monde qui privilégie bien souvent d'ailleurs les étrangers par rapport à ses propres concitoyens. Voilà donc pour 100% Frontières aujourd'hui. Vous savez, hier, Éric Tegner, on disait il y a les sujets chics, donc l'international, le G7. Il y a Michel Fayad pour ça. Et on devait faire les sujets chics avec Michel. Et Michel, je suis désolé. Mais on a découvert les audiences au moment d'arriver. Et effectivement, nous qui parlons d'insécurité, des sujets du quotidien, visiblement, ça intéresse plus les Français que les sujets chics, puisque nous étions première chaîne info hier. Et merci encore. C'est ce qu'on disait avec Marianne Meffray hier. C'est-à-dire que, voilà, il y a les sujets effectivement qui plaisent à Emmanuel Macron. Recevoir Volodymyr Zelensky, recevoir Donald Trump. La dame qui s'est fait tuer au Gros du Roi, on l'a pas entendu là-dessus. La dame qui s'est fait agresser à l'église Saint-Étienne, on l'a pas entendu là-dessus. Et j'ai hâte de l'entendre si la compétition, malheureusement, se passe mal pour la Coupe du Monde. Si on gagne, il dira que c'est grâce à lui. Pierre de Villeneuve pour Midi News. Oui, Gauthier, vous venez de faire le sommaire de l'émission de Midi News. Effectivement, tous les sujets d'insécurité. Et alors, je ne sais pas si vous vous êtes amusé un jour à aller voir si les Français se faisaient justice soi-même sur une barre de recherche. Vous verrez le nombre de débats, d'émissions radio-télévisées, de sondages qu'il y a sur ce sujet-là. C'est vraiment une réalité. Et aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce restaurateur du Gers qui décide de divulguer l'identité de celui qui l'a braqué, c'est une forme, entre guillemets, light de se faire justice soi-même. Ça monte. Jusqu'où ? Posera la question. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Driss Ghali ou avec Michel Fayad, c'est-à-dire que le contrat social n'est plus rempli, donc les Français répondent d'une autre manière. Pierre de Villeneuve, Midi News, et nous on se retrouve ce soir à 21h. Très belle journée sur CNews, bien sûr.